99% des gens qui sont sur les marchés perdent de l'argent. Celui qui va que à l'école et qui sa vie c'est l'école et ensuite aller boire des bières, je pense qu'il aura du mal à vraiment se lancer dans un projet. Quand on monte une société en France, c'est un enfer. Dubaï, toutes les 2 semaines, tu as des nouveaux projets crypto qui pop et qui te disent ouais c'est le nouveau Bitcoin. Le projet il est bousillé en 2 heures alors que les mecs ça fait peut-être 2 ans qu'ils bossent sur le projet. Si pareil, c'était une période où j'étais à Dubaï, donc je savais quel projet allait sortir avant qu'il sorte. Je prends jamais un risque démesuré, tu vois, si je perds ces 500 balles, bah c'est pas grave, ça change rien pour moi. Il y a des mois où je peux prendre peut-être 20 ou 30 000 euros. Si tu pars avec 1000 balles, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Tu vas pouvoir apprendre, ça c'est sûr, avec 1000 euros, tu commences avec 1000 euros dans le trading, tu vas apprendre et tu vas pas gagner de l'argent. Un ami qui a volé plus de 250 millions, je crois, de Bitcoin. C'est quand même, ça fait peur, tu vois, à monsieur tout le monde qui aujourd'hui veut investir en Bitcoin. Honnêtement, si je dois conseiller quelqu'un, n'allez surtout pas sur les mêmes coins. C'est du casino, vraiment. Alors j'ai prévu une petite présentation à l'américaine pour nous présenter notre invité. Tu me corrigeras Hugo. Ex-banquier à Genève, il fait un virage radical il y a 2 ans. Il commence avec un compte fictif, une discipline militaire, et il finit par générer plus de 200 000 euros de profit en trading sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, avec son associé, il forme et inspire une communauté de plusieurs milliers de personnes. Hugo, bienvenue dans ce 2e épisode de Autops. Bonjour et merci pour l'accueil. Ravi d'être là et de partager ce moment avec vous. Hein. Merci Mathis pour l'intro. Ça s'annonce super. On a un gros épisode chargé avec des cryptos, de l'investissement, de l'expatriation, plein de choses liées très très finance et nouvelles technologies, si on peut dire ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, nous suivre sur Spotify Podcast, Apple Podcast qui viendront prochainement. Et avec normalement nos invités, on essaie de commencer par des questions auxquelles tu vas répondre, Hugo. Donc 7 questions uniquement par oui et par non. Et puis après, on enchaînera avec le podcast, si ça va pour toi. Vas-y, let's go, c'est parti. Ok. Alors, première question. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment devenir libre financièrement uniquement grâce aux cryptos aujourd'hui? Oui. Ok. Est-ce que tu crois que Dubaï est vraiment la meilleure destination pour un jeune investisseur ou un entrepreneur aujourd'hui? Non. Penses-tu que tout le monde peut réussir dans le trading avec assez de motivation? Non. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore profiter des airdrops ou de la DeFi comme avant? Oui. Ok. Est-ce que tu recommandes aux débutants de passer par une affiliation ou une formation payante ou un coach pour se lancer dans le trading? Oui. Ok. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut trader de manière rationnelle sans jamais se laisser influencer par ses émotions 100% du temps? Non. Ok. Et dernière question. Euh, Tu as quitté le système scolaire pensant que l'école ne pouvait plus rien t'apporter dans ce que tu fais. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui et non. Ok, alors Hmm, explique-nous, raconte-nous un petit peu. Alors, je pense que l'école peut toujours t'apporter, pas forcément, du moins en termes de connaissances forcément, mais dans le business dans lequel je suis, pas forcément justement. Mais ça peut toujours t'apporter un côté, déjà bon pour le réseau, rencontrer des gens quoi qu'il arrive, que ça soit au lycée, en apprentissage, au collège, à l'université, dans des autres écoles supérieures, peu importe où tu vas être à l'école, tu vas pouvoir rencontrer des gens qui vont pouvoir potentiellement t'apporter ou t'aider dans la vie plus tard. Donc ça serait plus pour ce côté-là, parce que le trading est quand même une discipline où t'es très isolé. Et donc l'école pouvait m'apporter en contrebalance ce côté social, rencontrer du monde, découvrir d'autres choses hors de ma sphère business à moi. D'accord. Alors, pour récapituler un petit peu l'histoire d'Hugo, donc apprentissage dans une école avec un profil bancaire, avec un travail à côté, et puis après tout arrêter pour devenir entrepreneur, si tu te considères entrepreneur trader aujourd'hui, euh,
C'est bien le résumé de ce que tu Ouais, es aujourd'hui, un c'est ça, entrepreneur exactement, trader. c'est ça. Je me qualifierais de trader exactement parce que je ne crée pas de société, je j'ai pas un nouveau concept révolutionnaire ou quoi que ce soit. Donc je me qualifierais de trader. Après, étant donné que je suis indépendant et que je trade à mon compte, forcément, je suis un trader entrepreneur, quoi, tout simplement. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic, tu vois, de commencer à vraiment te mettre dans le trading? Moi, j'ai ce souvenir où vraiment, comme je te disais dans l'intro, discipline militaire, dans le sens où, tu vois, avec un compte fictif, c'est quand même moins marrant. Et puis, je me souviens que tu as démarré avec ce compte fictif et puis que tu étais, voilà, je suis sûr que tu avais ton journal tous les jours des trades que tu as fait. Tu t'étais mis à lire aussi plus de livres, etc. Je suis sûr que tu faisais déjà des choses avant, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu un déclic quand même. Ouais, bah alors en fait, je me suis mis dans le trading via aussi mon associé avec qui je bosse avec qui je bosse, qui lui me disait en fait, il me testait pas mal sur ce sujet en me disant le trading c'est bien mais tu peux pas faire suffisamment d'argent, il faut être discipliné, c'est hyper dur, tu verras à un moment donné, tu vas péter les plombs, ce genre de choses. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit que je voulais avoir un moyen d'avoir la paix, donc d'être tranquille quoi qu'il arrive et de pouvoir gagner moi-même mon propre argent sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et en cherchant un peu, me renseignant sur Internet, les business, bah, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait le e-commerce, j'ai vu qu'il y avait le trading, j'ai vu qu'il y avait les paris sportifs, les casinos en ligne, toutes ces choses-là. Et via mes recherches, bah, c'est ce qui en fait matchait le plus avec mon idée de la vie et mon idée du futur et de ce que moi je voulais pour moi en fait tout simplement dans la vie. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, j'ai commencé sur un compte de démo et j'ai fait plus de 6 mois sur un compte de démo sans jamais mettre un centime sur une plateforme de trading avant parce que je voulais faire justement, je pense qu'on en parlera après, mais je voulais pouvoir faire mes erreurs sur un compte démo, péter les plombs émotionnellement sur un compte démo, envoyer un all-in sur un compte démo. Comme ça, quand j'arrive sur des comptes financés, je sais où j'en suis, je sais où en est mon mental, où en sont mes émotions, comment les gérer quand je vais faire face à plusieurs stop-loss d'affilée ou des choses comme ça, pour pouvoir justement ne pas reproduire ces erreurs sur de l'argent réel. Et t'as dû probablement vraiment réussir à forcer ton cerveau de croire que ce compte démo était réel, parce que sinon c'est bien beau l'exercice, mais de tenir ça pendant 6 mois et de ressentir vraiment tu vois, la haine quand t'as mal géré tes biais cognitifs, etc. Ça doit être compliqué, tu vois, sans avoir vraiment mis de l'argent. Bah, alors au début, oui, on a plus ce côté-là de ah ouais, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas du vrai argent, ces choses-là. Et en fait, il faut que ce côté léger que moi j'ai en tout cas dans le trading et ne pas se laisser submerger par ses émotions. En fait, sur un compte démo, c'est facile. Il faut réussir à garder cette innocence-là sur le compte réel. Et en fait, c'est à force de pratiquer, tout simplement. Pendant 6 mois, tous les jours, du lundi au vendredi, bah, je prenais des trades sur un compte démo. Donc, ça me touchait pas plus que ça en termes d'émotion. Je suis quelqu'un qui a une résilience assez élevée et qui est quand même très très discipliné. Je suis pas forcément, que ça soit en termes de scolaire ou même d'intelligence dans le business, ou je suis pas forcément le plus intelligent, mais en termes de discipline, je pense qu'il y a très très peu de personnes qui peuvent arriver à ma discipline en termes de travail, d'avoir toujours un rythme, du sport, de tout en fait par rapport à ça. Et je le vois hein, quand je suis à Dubaï et que je fréquente d'autres entrepreneurs, d'autres auto-entrepreneurs ou d'autres personnes qui créent des entreprises, qui font du business, je vois qu'il y a très peu de personnes en fait qui sont hyper disciplinées. Et cette discipline-là sur les 6 premiers mois sur le compte démo, bah en fait à partir du moment où je suis passé sur un compte fictif, il n'y avait pas vraiment une différence pour moi. Pardon, à partir du moment où je suis passé sur un À compte contraire, réel, oui. il y avait plus de différence en fait. Parce que mon cerveau en fait il était habitué à prendre des trades. Pour lui c'était normal qu'il y avait des pertes, qu'il y avait des gains, que fallait juste bah on en parlera aussi après de comment fonctionne le trading, mais avoir un risk-reward correct, une stratégie, un plan, bien journaliser tout ça. Et en fait, après, bah, en tout cas, pour moi, j'ai jamais ressenti une vraie difficulté. J'ai jamais pété les plombs, par exemple. Même sur un compte fictif, j'ai jamais pété les plombs à me dire, ouais, bah, sur ce trade-là, je vais risquer plus. Euh, et c'est quelque chose de très rare aussi dans le trading. Et ça, je pense que je le dois forcément à ma discipline, tout simplement. Ok.
Moi, je voulais revenir sur un point qui est hyper important vis-à-vis de la discipline, c'est le fait quand même d'être allé à l'école, d'avoir eu un patron, parce que tu es quand même passé par un boulot enfin, qui demande des horaires précis. Tu pouvais pas manquer les cours parce que derrière, le patron, il était là pour te recadrer. Est-ce que ça, tu dirais qu'aujourd'hui, ça a été bénéfique ou que tu l'as appris en sortant de l'école par justement le fait de t'être mis tout seul toi dans ta chambre et de plus avoir trop de choix avec ce compte des mots devant toi Je pense que toute la journée. c'est une balance un peu des deux. Forcément, l'école et l'apprentissage, que ça soit les 3 années d'apprentissage, que ça soit mon expérience en France, du coup mon baccalauréat en France, même si c'est un peu différent. Mais je pense que ces 3 années d'apprentissage m'ont forcément imposé une discipline. J'avais quelqu'un au-dessus de moi à qui je devais rendre des comptes par rapport à mon comportement, par rapport à mes notes à l'école, par rapport à mes résultats au travail, mes objectifs. Donc forcément, j'avais une pression entre guillemets parce qu'on reste en apprentissage, donc la pression n'est pas non plus surdimensionnée, mais ça reste quand même, du moins on doit quand même réussir. À la fin, on a quand même des examens, on a quand même des objectifs à valider, des compétences à acquérir. Donc forcément, ça m'a donné une discipline, oui, ça c'est sûr. Mais je pense que le le plus gros du travail, c'est quand moi je me suis retrouvé dans ma chambre, j'ai dit bon maintenant j'arrête de travailler pour quelqu'un et je fais les choses pour moi. Comment je le fais? Qu'est-ce que je mets en place? Quels sont les process que je vais mettre en place? Est-ce que je vais passer 18 heures par jour à travailler, à trader derrière un graphique, derrière des écrans? Non, ça c'est pas possible pour moi, je me voyais pas le faire. Il a fallu en fait que je mette tout un système et toute une routine en place pour pouvoir arriver à ça. Et c'est ça, mais l'école forcément a un rôle très important et on entend beaucoup de gens qui vont dire ouais l'école ça sert à rien. Euh, Maintenant on n'a plus besoin de l'école avec les réseaux, avec internet, avec ci, avec ça. Mais je pense quand même que l'école a une place indispensable. Alors forcément tout dépend de ce que tu veux faire, mais pour la base de la base, je pense que tous les enfants jusqu'à 16, 17, 18 ans, ils devraient être à l'école. Tu vas pas arrêter l'école à 13 ans parce que t'es pas scolaire et que alors bien sûr qu'il faut adapter forcément le système éducatif suisse est super bien pour ça, ce qu'il n'y a pas en France et ce qui est dommageable pour le système français parce que on n'a pas un système d'apprentissage comme il y a en Suisse qui est incroyable et qui permet en fait à des jeunes qui à la fin de l'école obligatoire ne se sentent pas à l'aise à l'école et ce qui est totalement entendable, ont une voie en fait où tu peux aller travailler, que ça soit sur des tafs manuels, même des tafs bien plus administratifs. Du moins, t'as une vague, t'as un vague choix de choses en Suisse plutôt qui te permet en fait, qui permet aux écoliers et aux jeunes de se sentir bien plus confort avec l'école, ce qu'il n'y a pas en France. Et c'est pour ça aussi qu'on entend aussi beaucoup d'entrepreneurs dire ah ouais moi j'ai arrêté l'école à 16 ans, moi j'ai arrêté l'école à 15 ans. C'est un peu une mode de dire ça. J'ai l'impression des infopreneurs français, des auto-entrepreneurs français. Mais en tout cas moi je pense pas que j'en serais là sans l'école, ça c'est sûr. Ok. Toi, t'en penses quoi par rapport justement à ton parcours, toi qui est encore à l'école? Est-ce que ça t'apporte encore quelque chose en termes de connaissances ou autre? Alors, moi, je dirais que le step entre l'école de commerce et l'uni a été compliqué parce que vu que j'attaquais déjà un programme un peu comme l'apprentissage avec ce part-time qui me permettait de nouveau travailler, mais qui était du coup avec une année de plus, ça faisait lourd au mental, honnêtement. Ok. Après 3 ans d'apprentissage, recommencer de nouveau à zéro dans un nouvel environnement et puis comme vous deux, j'ai pas été très scolaire, on va dire, tout le temps. C'était vraiment dur. Et au départ, je m'étais dit, ouais, non, bon, l'Uni, c'est pas fait pour moi, j'arrêterai après la première année. Et finalement, je me suis quand même poussé. Et puis, comme tu disais, au niveau des relations sociales, au niveau de l'ouverture d'esprit, des approches différentes qu'on pourrait pas retrouver, tu vois, sur Internet de manière complètement solo Mm. avec vraiment des professeurs qui viennent du milieu professionnel parce que ça c'est aussi la différence avec l'université où je suis, c'est pas des professeurs à 100%, c'est des professionnels qui viennent, qui sont dans le métier, qui sont on va dire à jour sans que leur cours date d'une vingtaine d'années. Donc c'est quand même plutôt pas mal et je suis très content de là où je suis aujourd'hui et je dirais que ça m'apporte malgré le fait que
si je devais aujourd'hui lancer un projet, que ce soit le podcast ou autre, je préférerais être à 100% dessus et arrêter mes études pour me focus et pour être très performant. Parce que je l'ai remarqué avec typiquement ma marque. Quand j'étais à 100% dessus, j'étais très performant, ça marchait très bien. Mais dès que j'avais d'autres choses comme l'école, avec les devoirs, les projets de groupe, les examens finaux, etc., ça n'allait plus. Donc, je dirais que c'est très balancé. Et je suis totalement d'avis avec toi que ça a beaucoup d'avantages d'aller à l'école, même d'aller jusqu'à l'université. Mais par contre, ça a aussi d'autres désavantages du fait Ouais, d'être moi, moi, entrepreneur. moi, je nuancerais un petit peu ça, tu vois. Je pense que c'est l'histoire du coût d'opportunité. C'est qu'est-ce que tu fais à la place d'être à l'école, dans le sens où je pense que ça apporte plein de choses l'école, mais je pense que si tu sais ce que tu veux faire, si tu as déjà un projet, si tu as déjà tout ce genre de choses, en fait, tu peux apprendre plus vite, de manière plus focus sur ce dont tu as besoin pour ton projet ou ton aspiration, sans aller à l'école. Dans ce genre de scénario, je pense que c'est pertinent de se dire, ok, je vais pas à l'école parce qu'en fait, la matière, tu la trouves en ligne. Ça, je pense que c'est un vrai cas. Tu trouves tout ce qu'il te faut. Maintenant, ce que tu vas pas avoir, c'est justement ce cadre, ce suivi, des examens, tu vois. Donc ça dépend aussi de ta propre discipline. Et après, Mm. si tu es plus en phase de OK, je me cherche, je cherche ce qui me plaît, etc. L'avantage de l'école, c'est que tu as un peu pas le choix de l'input qu'on va te donner parce que c'est plus large, c'est plus en surface, mais c'est plus large. Alors que forcément, si ta seule école, c'est YouTube, bah, au bout d'un moment, tu vas être très biaisé et tu vas voir que les mêmes choses sur YouTube que dans le même petit axe et tu vas fermer ton esprit de ouf. Donc, je suis d'accord, je pense que c'est ni que l'un que l'autre, dans le sens celui qui va que à l'école et qui sa vie c'est l'école et ensuite aller boire des bières, je pense qu'il aura du mal à vraiment se lancer dans un projet, à tester des choses aussi personnelles comme sa discipline et peut-être à s'intéresser à des sujets plus larges que ce que nous apprend l'éducation, on va dire, traditionnelle. Mais l'opposé aussi, celui qui dit plus jamais je vais entendre parler d'école, plus jamais je veux apprendre en quelque sorte, sauf si c'est sur YouTube par mon propre moyen, bah il va aussi rater quelque chose et sans s'en rendre compte, je pense, s'enfermer dans une façon de penser parce qu'en fait on dit toujours qu'on est shape un peu par l'école et qu'on choisit pas et on finit tous par être des clones, mais en fait c'est la même chose sur YouTube aussi, on va tous être shape par le même contenu et devenir des clones de YouTube, tu vois. Donc je Ouais, pense qu'il faut juste 100%. balancer et ça dépend aussi énormément des profils, du caractère des gens. Moi j'ai choisi déjà de faire l'apprentissage. Personnellement, ça a été une très très bonne décision pour moi. Je m'épanouissais beaucoup plus au travail qu'à l'école, alors que je suis pas mauvais à l'école. J'avais même plutôt de facilité, mais ça m'attirait pas en fait. Et là, j'ai fait le choix ensuite de ne pas poursuivre les études. Et aujourd'hui, je le regrette pas, mais c'est pas une voie forcément que je recommande. Et je vois d'autres membres de ma famille, par exemple, ou des amis qui ont continué l'université, et puis ils sont 100% satisfaits dans cette voie. Je pense juste qu'il y a différents profils. Ouais, ça, je suis assez d'accord. C'est clair. C'est hyper, hyper personnel et hyper en fonction de chacun. Ce dont tu as besoin, ce dont tu ressens le besoin ou que tu n'as pas le besoin, c'est. Et peut-être du coup pour rebondir, Hugo, est-ce que toi, du coup, tu fais ce choix-là, ok, je vais pas continuer à faire des études, là, je vais me lancer, je vais pas non plus continuer à faire un travail classique, je vais me lancer à fond dans le trading. Il y a 6 mois où il peut pas y avoir de résultat puisque c'est du fictif. Alors il y a du résultat en termes d'apprentissage, mais je dis pas financier, etc. Comment est-ce que tu vois tes anciens collègues, tes amis, ta famille, tu vois, est-ce qu'ils t'ont soutenu? Comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis de tout ça? Franchement, j'ai eu relativement beaucoup de chance. C'est que ma famille m'a soutenu à 100%. Mon père était à fond derrière moi. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas d'obligation de résultat. Il voulait juste en fait que je bosse. Il m'a dit, tant que tu fais quelque chose, que tu essayes, que tu crées, moi, il n'y a aucun problème. Je te laisse le temps dont tu as besoin. Donc ça, c'était un avantage. Du moins, je sais qu'il y a beaucoup de gens où c'est pas le cas en fait. Tout simplement, leurs parents sont pas ouverts à ça ou ils préfèrent que leurs enfants restent dans une voie relativement classique, stable, sans prendre vraiment trop de risques. Et moi, j'ai pu avoir cette discussion-là avec mon père où il comprenait. Et en fait, c'est quelque chose en fait que je répète depuis très longtemps, depuis que j'ai 13, 14, 15 ans. Je disais, ouais, moi plus tard, je veux pas avoir de boss. Je sais pas comment je le voulais encore à ce moment-là, mais je disais, ouais, moi j'ai pas envie d'avoir un boss, des horaires précis. Je veux pouvoir travailler quand j'ai envie. J'ai compris qu'il faut travailler pour réussir dans la vie, ça, y a pas de secret. Mais j'ai pas envie de le faire pour quelqu'un. J'ai envie de le faire pour moi. Et je disais ça déjà très tôt dans mon adolescence. Du coup, c'est toujours quelque chose qui a été là, présent sur la table. Et après, une fois que je me suis lancé, il m'a soutenu à fond. Mes potes aussi m'ont soutenu à fond. Ils connaissaient un peu le domaine dans lequel je me lançais parce que justement, mon associé, qui est aussi mon meilleur ami, était déjà dans ce domaine-là.
Du coup, forcément, bah, ils étaient pas non plus déboussolés par ce que je faisais. Alors oui, forcément, certains se sont inquiétés en disant ouais, ça va être dur. Mais après, moi, en fait, que ça soit positif ou négatif, si on m'encourage, tant mieux, tu vois, je le prends. Mais je reste aussi très concentré sur moi et sur ce que je dois faire parce que on a beau avoir les meilleures conditions du monde, les meilleures personnes qui t'encouragent, donc tes parents, ta famille, tes amis, les gens les plus proches de toi qui t'encouragent. En fait c'est pas ça qui va fournir le travail, ça reste toi, tu vois. Donc après bah c'est toi pendant les 6 premiers mois où tu vas pas forcément faire d'argent, où tu vas débuter, où tu vas tester des choses. C'est dans ces moments-là où il faut rester focus, faut prendre les encouragements quand ils viennent parce qu'il y a des moments où ça fait du bien. On va pas se mentir, t'as des moments où t'es un peu plus en down. Après 3 mois, tu vois que je sais, c'est un exemple comme ça. Honnêtement, moi j'ai eu de la chance, c'est que tout c'est plutôt bien ficelé et assez rapidement et j'ai pas eu de gros moments de galère. Il y a eu des petits moments de galère où j'ai douté forcément parce que dans tout parcours, il y en a. Mais j'ai pas eu un moment où je me suis dit, putain, là, je suis au bord du précipice. Si ça marche pas là, je suis à la rue. Et c'est aussi, Ok. en termes de santé mentale, c'est un poids de fou en moins. J'ai pas ce truc de, oh putain, mais si ce mois-là, du moins, j'avais pas, maintenant je l'ai, mais si ce mois-là, je gagne pas d'argent sur les 6 premiers mois, bah, c'était pas grave. J'avais juste ce truc de, à partir de, au bout d'un an, si j'ai vraiment fait zéro au bout d'un an, bah là oui, je vais reprendre une voie un peu plus classique où je vais continuer ce que je fais, mais je vais quand même prendre un part-time job à côté parce que je vais pas pouvoir vivre au crochet de ma famille pendant 10 ans quoi. Mais une fois que ça s'est ficelé après, moi franchement j'ai toujours eu du soutien de mes proches. J'ai jamais eu bien sûr qu'il y a des personnes qui m'ont dit que j'allais pas réussir, que c'était débile, que truc, mais j'ai pas trop écouté honnêtement, je suis resté focus un peu sur ce que je faisais et je savais que en fait si je travaillais pas forcément beaucoup mais si je travaillais intelligemment, que j'avais mes process bien mis en place, il y avait pas de raison que ça marche pas. Alors peut-être que ça aurait pu mettre 6, 8, 10, 12 mois à arriver ou peut-être même 2, 3 ans. J'ai eu de la chance aussi que ça marche assez rapidement. Ça c'est clair, fallait être là au bon endroit au bon moment. Il y a aussi une part de chance hein, dans tout. Dans tout ce qu'on va faire, il y a une part de chance. Mais ouais, je pense que le soutien est important, mais il faut pas non plus trop compter là-dessus. Toi, Mathis, par Ouais. exemple, dans ta situation, justement, ça peut être intéressant aussi. Comment du moins, je suppose que tu es aussi super soutenu par tes proches, tes parents, tes amis qui te poussent à monter MapSearch. Mais est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit, non, arrête, ça va pas marcher, ou qui ont été négatifs par rapport à ce projet-là? Ouais, ouais, c'est arrivé, ou alors c'était pas forcément de manière aussi frontale comme ça, mais tu sens dans les gens qu'ils ont l'impression que tu fais pas le bon choix Mhm. ou que tu es pas en train d'aller là où il y a une suite, tu vois, même s'ils sont peut-être pas aussi frontales, parce que j'ai envie de te dire, tu as presque de la chance si tu as un entourage qui arrive à être aussi cash que ça, tu vois. Euh, Moi, ma famille m'a toujours plutôt soutenu, mais c'est vrai que dans le cercle professionnel ou même certains amis n'ont pas forcément compris, ou alors ils ont pas forcément essayé de comprendre. Ils se sont dit ok, c'est cool, il lance un projet, mais au bout de 1 an, sans forcément qu'il y ait eu des résultats impressionnants ou quoi que ce soit, ok, mais t'es sûr que tu veux poursuivre? Parce qu'en fait, forcément, ils sont pas dans ma tête, ils sont pas dans mon quotidien, et puis ils savent pas que moi, je sais exactement où je veux aller et que je suis conscient dès le premier jour que ça peut prendre du temps en fait à Mhm. aller là, hein, là pour un entrepreneur qui lance un projet tech, ça peut aller jusqu'à 8 ans généralement avant d'avoir une société qu'on est capable de Ouais, vendre ou qui ouais. tourne vraiment correctement. Donc, mais oui, oui, je pense que, en fait, je pense que tu as résumé la chose, c'est que un entourage soutenant, ça va t'aider dans des moments de galère, ça va te motiver, ça va te pousser, et c'est très bien si tu l'as, et je pense que c'est une chance énorme, tu vois. On parle de ce que tu as. Tu vois, est-ce que t'as des parents riches, mais en fait, il y a plus que ça. Est-ce que tu as des parents qui te soutiennent ou des amis qui te soutiennent Ouais. et tout ce cadre-là, on va dire. Mais ultimement, à la fin de la journée, c'est toi qui fais le taf et je pense que tu peux aller contre tout ça si, même si tu as le mauvais entourage, Mhm. je pense que tu peux réussir à avancer par toi-même, quoi. Hmm. Mais Ah, ouais, tu, me- Mathis. tu- vas-y, mais j'avais juste Ouais. un truc intéressant pour me dire ce que tu disais. Là, tu disais ça aurait pu prendre 3 mois, 6 mois, tu vois, quand tu parlais de trading. Hugo, ça aurait pu prendre 12 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas. Là, toi, tu as fait le choix après 6 mois de passer en réel. C'est quoi qui s'est passé, tu vois? Pourquoi? Et pourquoi à ce moment-là? Et puis,
Est-ce que tu te souviens de ton premier vrai trade? C'est quoi l'émotion, tu vois? C'est quoi qui change? Bah, alors pourquoi après 6 mois? Parce que je me sentais prêt, honnêtement. Après 6 mois, j'avais pas pété une fois les plombs en compte démo. Tous les trades que j'avais pris, je respectais ma stratégie, mon plan, ce que je m'étais fixé comme règle. Du coup, je me suis dit après 6 mois, bon, bah maintenant, faut attaquer quoi. C'est bien beau de faire ça sur du démo, mais tu vas pas rester 10 ans sur du démo. Tu vas pas faire du backtest pendant 10 ans. Ça, c'est à un moment donné, il faut être sur le marché, il faut gagner et perdre de l'argent quoi. Du coup, je m'étais fixé ces 6 mois au préalable et je me suis dit après 6 mois on voit. Et après 6 mois, je me sentais prêt. Je me sentais même prêt plus tôt, je vais pas mentir. Mais je me suis dit, tu t'es fixé ces 6 mois, tu tiens jusqu'aux 6 mois. On sait jamais. Imaginons que sur le sixième mois, tu pètes un plomb, bah autant le péter péter un plomb sur un compte démo que sur un compte réel. Et comment je m'y suis pris quand je me suis lancé? Bah, en faisant mes recherches, j'ai aussi découvert les propres firmes. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est des sociétés qui vous financent, du moins, on paye un challenge, entre guillemets, ou un abonnement par mois et ils vous financent un capital. En général, il faut passer un examen pour pouvoir être financé à 100% et après avoir accès au fonds à 100% et pouvoir trader pour toi. Et donc ouais, je me suis lancé via les propres firmes, donc c'est un levier super. Hein, on va pas se mentir. Je payais 150 dollars par mois et j'avais accès à 150 000 dollars de capital. Donc c'est relativement intéressant. Après, tout dépend de comment tu trades aussi, mais avec ma façon de trader, j'ai été rentable. Du moins, j'ai pas besoin de gagner tous mes trades, mais le risque que je prends est suffisamment élevé pour être vite rentable par rapport au coût de la mensualité du challenge, tu vois. Dans le sens où je vais peut-être passer 2 à 3 mois, voire 4 ou 5 mois à passer un challenge, donc à avoir le compte réel pour moi et pour pouvoir par la suite faire des retraits. Donc sur les premiers mois, tu fais pas de retrait, tu passes juste l'examen entre guillemets. Et cet examen, une fois réussi, te donne accès au compte. Et une fois que tu as le compte, là, tu peux faire des retraits. Et via le risque que tu prends en pourcentage par rapport à ton compte, moi, j'ai été rentable très très vite. Après 2 mois, bah, j'avais couvert tous mes challenges et je pouvais déjà prendre de l'argent dans ma poche, quoi. Donc c'était hyper rapide. Et après, en fait, une fois que tu as cette confiance, parce que j'ai eu des mauvaises phases en trading, hein, où j'ai fait 4, 5, 6, voire 7 stop loss d'affilée. Donc sur 2 semaines, peut-être tu fais, ou même 3 semaines, bah, tu prends pas un profit, tu vois. Il y a des mois où tu prends pas un profit. Faut juste, c'est encore une fois, c'est tout dans la tête que ça se passe et c'est encore de la discipline. Faut juste pas péter les plombs. Et comme sur les 6 premiers mois où j'étais en démo, j'avais eu cette phase-là quand j'ai commencé. Mais je crois que les 8 ou 10 premiers trades que je prends en compte démo, c'est des stop loss, donc des trades perdants. Et j'avais vraiment ce truc de me dire, écoute Hugo, c'est le process, c'est le process, c'est le process. J'avais repris, parce qu'au début, bien sûr, tu fais 2, 3 pertes, tu dis ouais, c'est ton plan, c'est ta stratégie qui est pas bonne, il y a des choses que tu fais mal. Mais j'étais bien entouré, j'avais un mentor qui m'a aidé de A à Z et qui est trader et ça fait plus de 20 ans qu'il est sur les marchés, qui utilise les mêmes stratégies que moi, qui m'a dit non, c'est pas toi le problème. C'est juste, bah, là, le marché te donne pas ce à quoi tu t'attendais. Le marché, il a toujours raison, mais ta stratégie, elle est juste. C'est juste normal qu'il y ait des périodes où tu fasses plus de pertes que d'autres. Et ça va compenser dans des mois où tu vas faire des 3, 4, voire 5% sur le mois, ce qui est énorme. Hein. Du moins, on voit sur les réseaux des choses de fou, mais 3, 4%, 5% sur un mois en trading, c'est des résultats de fou furieux. Bah, pour vous donner un exemple, moi, je target entre 15 et 20% sur l'année. C'est mon objectif chaque année que je me mets par rapport à mon capital. Donc 5% sur un mois, c'est quasiment un tiers de ta perf annuelle, c'est énorme. Donc c'est vraiment juste jauger par rapport à toi, comment tu te sens. Et le fait d'avoir commencé par une mauvaise phase, en fait, entre guillemets, je me suis dit, bon, la première fois, le premier mois où j'ai commencé à trader, j'ai fait 8 stops d'affilée. Donc 8 pertes d'affilée. Qu'est-ce qui peut bien se passer de pire? Du moins, je suis sorti de cette période, j'étais vivant, j'allais bien. Alors oui, c'était un peu chiant, mais bon, déjà, c'était pas mon argent. Les propres firmes, faut pas l'oublier, mais c'est pas notre argent non plus. Donc en soi, les gains, ils sont pour nous, mais les pertes, elles sont pas pour nous.
Donc c'est toutes des choses qui sont à prendre en compte et qui t'allègent en fait aussi mentalement. Quand tu sais que, du moins, moi j'ai jamais mis, ça va sûrement arriver dans le futur parce que c'est quelque chose maintenant avec lequel je me sens plus à l'aise, mais j'ai pas pris 100 000 balles et je les ai mis sur un compte de trading. Mais moi, je comprends pas comment ça marche ces prop firms. Genre, c'est quoi leur business model à elles? À eux, ils gagnent l'argent. Alors, comment eux fonctionnent? Ils te vendent un challenge. Donc, un challenge, c'est un compte. On va prendre un exemple, un compte à 100 000 dollars. Ils te le vendent ou ils te le mettent en abonnement. Tout dépend de la propre firme. On va dire, un compte à 100 000, ça vaut environ 500, 600 dollars. Mais quand tu sais que du moins la plupart sont en CFD, moi je trade en futur, donc c'est une propre firme un peu plus régulée. Mais la plupart sont en CFD, donc c'est une copie du marché. Du moins, vous voyez ce que c'est, je pense, les CFD. Bien On n'est sûr. jamais sur le marché réel. Comment les propres firmes gagnent de l'argent, c'est juste avec le coût des challenges, parce que on sait que 99% des gens qui sont sur les marchés perdent de l'argent. Eux, ils attirent les clients avec des belles offres promo ou même sans promo, mais en disant, ouais, bah, avec 500 ou 600 dollars, vous allez pouvoir être financé à 100 000. Ça attire forcément les gens, ça attire les gens qui veulent faire du cash rapidement, qui n'ont pas forcément de stratégie. Du moins, c'est vraiment pour ramener le max de personnes pour faire qui sont entre guillemets le moins éduqués au trading pour faire le max d'argent. Mais du coup, moi, je comprends pas. C'est ce capital, après, quand il est Ouais, disponible parce que tu as réussi un challenge, mais le challenge, exactement. c'est par exemple Alors, sur un mois, sur 2 mois, et c'est combien de pourcents que tu dois faire? C'est en pourcentage, c'est en ouais. argent? Comment ça se passe? Alors, tout dépend des propres firmes. Moi, la propre firme avec laquelle je bosse, on n'a pas de temps limite pour réussir le challenge, mais c'est un paiement mensuel. Donc, tous les mois, je paye 150 balles. J'ai pas le droit de perdre plus de 4,5% du capital total et j'ai pas le Ok. droit à plus de 2% de perte daily. Donc, si je fais plus de 2% de perte sur la journée, mon challenge, il est fini, terminé. Hein, je dois en racheter un autre. Si je fais Ah plus, oui, d'accord. Ok. si je fais une fois, si j'enchaîne, par exemple, je sais pas moi, si tu trades à 1% de risque et que tu fais 5 stop loss, bah ton challenge, pareil, terminé. Parce que t'as pas le droit de perdre plus de 4,5% au total. Et tu dois réussir à faire 9% pour passer le challenge. Je Ok. reviens juste sur le terme CFD, si jamais pour si des gens qui écoutent. Donc c'est bien quand c'est quand tu répliques en fait la vraie valeur de l'action ou de la crypto en question, comme font par exemple certains ETF, ce genre de choses, hein. Exactement, c'est ça. Ok. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas réellement la crypto-monnaie, tu n'as pas réellement l'action, mais tu es dans un actif qui arrive à dupliquer son prix le plus proche possible, et donc que tu arrives quand même à prendre les pertes ou les gains C'est qui ça, sont liés à ça. exactement. Tu ne possèdes, avec les CFD, tu possèdes pas l'action ou l'actif, Mhm. exact. Ok, super. Moi, je trouve vraiment super intéressant que, tu vois, comme tu l'expliquais au début, là, que tu t'es donné 6 mois et que tu as respecté ces 6 mois, même si ça marchait mieux avant, ou que tu te sentais prêt avant. Et ça me fait vraiment penser à la rigueur qui est nécessaire sur les marchés financiers, où tu sais d'avance à quel prix tu sors, Ouais. à quel prix tu rentres, à quel prix tu as mis tes stop-loss. Est-ce que peut-être on arrive justement à faire cette transition pour passer sur ta stratégie et toi, comment est-ce que tu fonctionnes en trading? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors moi, comment je fonctionne en trading? J'utilise trois stratégies différentes. Vous voulez que je vous explique en détail les détails techniques de ma stratégie Je pense que c'est intéressant quand tu évoques un terme qui est technique, même peut-être que nous, là, nous deux, qu'on connaît, que c'est pas mal d'essayer de le démocratiser un peu. Je pense que c'est une bonne idée, ouais. Ok, ok, ok. Carrément. Alors, bah, j'utilise trois stratégies, comme je vous l'ai dit. Donc, j'utilise l'OPR, donc l'Open Price Range, qui est une stratégie qui peut être utilisée uniquement sur les indices et les actions, parce que c'est à l'ouverture du marché américain. En général, on dit que la première bougie de 15 minutes, ça va être là où les gros ordres vont être placés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie.
Et en fonction de la tendance globale du marché, donc je vais me baser en général sur la tendance 1 heure. Une tendance sur un marché financier, c'est une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc quand on a des plus hauts et des plus bas, c'est une tendance haussière. Quand on a des plus hauts plus bas et des plus bas, c'est une tendance baissière. On peut aussi se retrouver dans des tendances qu'on va appeler range, donc où on n'a pas vraiment une tendance haussière, une tendance baissière, que les plus hauts et les plus bas sont à peu près sur la même hauteur ou varient. Des fois, ils font des plus hauts, plus bas, ça varie. Mais c'est un range, quoi. Ça fait ping-pong entre deux zones. Donc moi, ce que je vais faire avec l'Open Price Range, l'OPR, comme je l'appelle, c'est que dans une tendance haussière, si le haut de la bougie est cassé par le haut, je vais acheter à la hausse. Et dans une tendance baissière, je vais vendre à la baisse, tout simplement. Dans le bas de l'OPR. Et ça, alors, juste que je comprenne, donc tu dis que la plupart des ordres sont faits dans les 15 premières minutes, c'est simplement parce que certaines personnes vont mettre leur ordre pendant la nuit ou pendant le week-end quand le marché est fermé, et donc dès qu'il ouvre, il y a une grosse quantité d'ordres qui se font d'un coup. C'est ça, les grosses mains en général, elles mettent leurs ordres en pré-market. Et du coup, cette première bougie, et on le voit en général quand tu regardes un graphique unique. Par contre, ça c'est uniquement pour les actions et les indices américains. Et toi, il y a forcément quelques actions, quelques indices que tu suis, parce que tu peux pas t'amuser à faire ça tous les matins sur toutes les actions. Ah non, 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 en termes de trading pour cette stratégie, je trade uniquement Nasdaq, Dow Jones et SP500. Et il y a une raison? Est-ce que c'est juste parce que c'est ceux que toi, tu t'es dit, c'est ceux-là que je vais suivre parce que je dois choisir? Ou est-ce c'est ceux qui sont les plus volumineux aussi? Alors, la raison principale, je vais pas mentir, c'est les horaires. On peut faire l'OPR sur les indices européens aussi, donc sur le DAX, le CAC 40. La stratégie fonctionne de la même manière, sauf que l'ouverture européenne, elle est à 9 heures le matin et l'ouverture américaine à 15h30 l'après-midi. Et moi, dans ma façon de travailler, donc comment je bossais, je suis beaucoup plus à l'aise à bosser un peu moins le matin et un peu plus l'après-midi, le soir, tard. Et donc, ce mode de fonctionnement me convenait mieux, tout simplement. Au début, je vais pas te mentir, sur les 6 premiers mois, j'ai testé le CAC 40, j'ai testé le DAX, j'ai testé des actions aussi, mais j'étais pas vraiment fan des actions. J'ai testé un peu tous les indices européens et américains qu'il y a. Et c'est comme ça, en fait. C'est en testant et en me faisant la main. Et de toute façon, du moins, on le sait, le SP, Nasdaq et Dow Jones, c'est les 3 indices les plus tradés au monde. C'est là où il y a le plus de flux. Donc, c'est là où tu as le plus de chances, entre guillemets, qui est de du moins, ouais. C'est là où il y aura le plus de volatilité. Donc, forcément, plus de mouvements. Donc, plus de chances de pouvoir prendre des trades. Ok, intéressant. Intéressant. Et du coup, les deux autres stratégies, c'est des choses de plus long terme parce que ça, du coup, tu disais que c'était Ça, sur c'est sûr. peut-être 1 heure Ouais, où, c'est ça. où Ça, t'es c'est sur du court concentré. terme. Ce genre de trade, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, allez, 3 heures max. Tout ce qui est trading, pour moi, c'est relativement court terme. Donc, je fais du day trading. Je fais jamais du swing ou de l'intraday sur plusieurs jours. C'est uniquement sur la journée. Je suis pas très à l'aise en termes d'indices et d'actions. Alors, à part si c'est de l'investissement, bien entendu, mais d'avoir des positions ouvertes la nuit. J'ai Mhm. remarqué ça aussi pendant les 6 premiers mois où je gardais certaines positions ouvertes la nuit, des choses comme ça. Quand je me réveille à 2-3 heures pour aller boire ou pour aller pisser, bah, je regardais tout le temps mon téléphone et je me rendormais pas tout de suite, toutes ces choses-là. Et ça, j'ai tout de suite vu, ok, bah ça, je veux pas. Je veux pouvoir dormir sereinement la nuit et pas avoir à stresser de quoi que ce soit. Du coup, c'est comme ça, en fait, que au fur et à mesure, je me suis mis des règles, j'ai ajusté mes plans, mes règles, ma stratégie. Et c'est ça qui m'a permis, bah, maintenant, moi, ma session de trading, elle commence à 15 heures. Donc, une demi-heure avant l'ouverture, je me mets devant mes écrans, je regarde un peu ce qui s'est passé. J'ai fait mes plans la matinée, 1 heure de plan le matin où je regarde mes 3 indices, je sais ce que je vais faire à l'avance. 30 minutes avant, je me connecte, je regarde un peu les news pour pas être déconnecté. Je vois un peu ce que mes plans ont donné de la matinée. Et à 15h30, jusqu'en général, au plus tard du plus tard, 20 heures. Mais c'est grand maximum. Et encore, en général, si j'ai pas pris de position après 18 heures, il y a très peu de chances que je prenne une position. Mais si je suis en position, bah, je reste devant l'écran jusqu'à que la position se termine. Ça m'est arrivé que la position se termine à 21 heures ou des choses comme ça, quoi.
C'est important de le mentionner parce que du coup, quand, on parle de day trading, pour beaucoup de gens, ils pensent que c'est, du lundi au dimanche, pendant des heures très précises, bah, comme tu l'as dit et tous les jours, du mois. Mais or que c'est pas le cas. C'est vraiment, tous les jours tu vas te connecter, mais peut-être que tu vas pas prendre de trade parce que le marché n'est pas assez volatile pour, ta stratégie ou parce qu'il y a des news qui ont joué, en ta défaveur et qui du coup ne fonctionnent pas. Et aussi, bien sûr, bah, le week-end, en fonction de ce que tu trades, on parle pas de crypto ni de forex, mais plus au niveau des marchés financiers, bah, c'est fermé pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont un petit peu débutants là-dedans. Et puis ce que tu disais aussi, important à notifier sur les positions la nuit. Si je dis pas de bêtises, au niveau des CFD, il y a des frais en plus qui s'appliquent Ouais. pour maintenir les positions ouvertes, hein, c'est correct. Exactement. Sur CFD, il peut y avoir des frais qui sont ajoutés si on garde des positions la nuit ou même sur d'une semaine à l'autre. C'est aussi des frais encore supplémentaires. Si par exemple on ouvre une position le jeudi, on la ferme le lundi, il y aura beaucoup plus de frais que si on l'ouvre le mardi et qu'on la ferme le jeudi. Parce qu'il y a eu le week-end entre deux et lorsque le marché il est fermé entre guillemets, le broker va prendre plus de frais pour garder tes positions ouvertes, oui, tout ça, ça c'est sûr. Et j'ai trouvé aussi très intéressant ce que tu dis par rapport au trading. C'est clair que moi, je peux allumer mon écran aujourd'hui et ne pas prendre un trade. Et ça arrive très régulièrement, encore plus dans la période actuelle. Dernièrement, depuis que Trump il est au pouvoir, je pense que par semaine, je prends max 3-4 trades, alors qu'avant, j'étais plus sur du 5-6. Mais Ah oui, d'accord. avec la situation actuelle, bon déjà j'ai beaucoup moins de setup. En général, quand le marché il part dans un sens ou dans l'autre, il revient pas, il part comme une balle et le mouvement de la journée il est fait, donc c'est très très dur de prendre un signal sur ma stratégie, en tout cas à moi. Donc ouais, actuellement, bah là lundi par exemple, j'ai pas pris de trade. Hier j'ai pris un trade et aujourd'hui, bah on verra, hein, on verra ce qui se passe sur le marché. Mais ouais, non non, c'est intéressant que les gens ils sachent en fait que on passe pas déjà 8 heures derrière des écrans à trader. Alors il y en a qui le font, mais c'est pas le même trading que nous, en tout cas que moi. C'est du trading algorithmique, c'est du trading, c'est des fonds d'investissement, c'est de l'asset management, c'est toutes. En fait, c'est des institutions qui vont trader toute la journée. Un humain, Mhm. le cerveau d'un humain, il n'est pas fait pour être 8 heures ou 10 heures derrière un écran à cliquer sur des boutons et à dire là j'achète, là je vends. Les émotions, elles pètent un câble au bout d'un moment. Ça aussi, je m'en suis rendu compte au début, dans mes 6 premiers mois. Mes 6 premiers mois, je commençais à bosser à 9 heures, je me mettais directement à trader à 9 heures jusqu'à 19 heures. Mais à des moments, j'étais plus concentré, je pétais un câble, j'étais plus là, en fait. Je prenais du moins, j'ai pris des positions des fois par erreur parce que, ah bah, je suis plus concentré, il est 14 heures, je vois un signal n'importe où, bah, je rentre. Et c'est toutes ces choses-là, c'est tout cet entraînement-là qui m'a permis d'avoir cette rigueur, ces règles que j'ai maintenant et qui me permettent d'être rentable, tout simplement, c'est ça. Mais c'est très intéressant que tu le mentionnes parce que beaucoup de gens pensent qu'on va prendre 15, 20 ou 30 trades par jour, alors que des fois, on peut ne même pas en prendre un, tout simplement, moi, je peux passer 4 heures devant mes écrans et pas prendre un trade. Et, et quand j'explique ça, alors, parce que bien entendu, les gens autour de moi, ils m'ont soutenu, mes proches, ma famille m'ont soutenu, mais ils comprennent pas vraiment, réellement ce que je fais. Quand je leur explique que des fois, je passe 5 heures devant un écran, mais que je fais rien, juste j'observe le marché, j'attends d'avoir un signal, ils me prennent pour un fou. Les gens, ils peuvent croire qu'on est fou, que, après, est-ce que c'est, je pense que ça fait partie du job, en fait, ne pas trader, être patient, réussir à attendre le bon moment, c'est les choses les plus importantes dans le trading et c'est la clé de ce métier-là. Parce que c'est un métier. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, non, c'est bon, c'est bon. Je disais juste, c'est un métier et c'est ça qui est important. C'est pas, faut, faut le voir comme un métier et une entreprise, le trading. Faut pas le voir, Mhm. à ce mois-là, j'ai pas gagné d'argent, je suis pas rentable. À ce mois-là, j'ai gagné de l'argent, je suis rentable. Faut le voir déjà sur un an. Sur un an, comment ça se passe? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu en gagnes pas? Comment tu mensualises ça après? Parce que on a aussi dans notre, comment on nous explique en tout cas comment entre guillemets la vie marche. Tout est mensualisé, que ça soit les factures, le loyer, euh,
les salaires, toutes ces choses-là. Donc, c'est très compliqué. Moi, mes salaires en termes de trading, ils peuvent varier. Il y a des mois où je peux prendre peut-être 20 ou 30 000 euros. Il y a des mois où je vais prendre 2 ou 3 000 euros. Ça peut être du keto double, ou du keto triple, du x10, divisé par 10. On sait jamais à l'avance ce qu'on va faire. Et Carrément, en carrément. termes d'argent, c'est ça aussi. Faut pas l'oublier. C'est pour ça que moi, le trading, du moins, je me considère pas comme entrepreneur parce que, encore une fois, je trouve que c'est un terme qui est un peu attribué à toutes les personnes qui travaillent à leur compte alors que ça devrait pas. Mais en termes de trading pur, faut le voir comme une société. Donc, tu as aussi ce côté un peu entrepreneur de prévoir, de prévision, de par exemple, à ce mois-ci, j'ai fait tant, ok, bah je sais qu'en général, sur l'année, je vise ça, donc t'arrives à le lisser par mois. Ok, ça va me permettre de pouvoir tenir pendant X mois. Ou, tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant avec le trading et qui, en fait, ça t'amène à une toute autre réflexion de comment ça marche. Comment toi, tu vois ta vie. Ok, le monde européen et occidental, tout est à peu près mensuel. Mais tu vas aux US, c'est en weekly. Donc c'est chaque semaine ou chaque 2 semaines, t'es payé. Et pareil, c'est un mode de fonctionnement totalement différent. Donc je pense que c'est juste en fait toi comment tu es et comment tu te sens par rapport à ça, qu'il faut juste bien réussir à gérer. Et c'est aussi pour ça que je pense que le trading ne doit pas être l'unique. Quand on fait du trading, ça doit pas être l'unique source de revenus. Et ça, c'est un point qu'on pourra aborder par la suite. Mais je pense que c'est très important ça, surtout pour les gens qui vont débuter le trading. J'allais y venir justement avec tout le sujet. Euh, Toujours pour rester dans le trading. Là, quand on parle de trading aujourd'hui, bah, à l'heure actuelle, c'est marché, on va dire, classique. On parlait de la crypto tout à l'heure et t'en parlais avec Mathis en off. Marché alternatif, crypto-monnaie, Bitcoin. On a parlé de la DeFi tout à l'heure et des airdrops. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais aussi de manière quotidienne ou c'est plus quand il y a des événements, quand il y a une tendance plus ou moins crypto, comme on a pu connaître quand on était tous en apprentissage ensemble aux alentours de 2018, 2019 et 2020. Euh, Est-ce que ça fait partie de ton quotidien, la crypto, ou Oui. moins, Oui, non, étant non, donné que... la crypto fait partie de mon quotidien. Mais plus, alors, je vais pouvoir prendre encore des trades sur le Bitcoin, sur Ethereum. Les autres cryptos, je m'y aventure pas en termes de trading. Ok. Mais en termes d'investissement, c'est mon quotidien. Toutes les semaines, je fais du DCA sur une 5-10 cryptos où chaque semaine, je mets un peu d'argent en continu et ça fait maintenant 3 ans, 3 ans que je fais ça. Et c'est comme investir dans un ETF, comme investir sur une action classique, mais je le vois beaucoup plus en termes d'investissement. Je compte pas sur les trades, du moins les trades que je vais prendre sur le Bitcoin ou sur Ethereum, ça va être des trades. Là, par exemple, tu vois, ça va pas me déranger de prendre des trades sur 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, parce que je sais comment fonctionne le marché crypto. C'est de base le marché que entre guillemets, je connais le mieux. C'est là où j'ai le plus mangé les graphiques. Et donc, je sais la, l'impact que ça peut avoir sur le long terme. Ce que, Et juste pour rappeler du coup nos auditeurs ce que c'est le DCA, est-ce que tu peux expliquer ouais, rapidement en bien deux sûr. mots Alors, le DCA, c'est le dollar cost averaging, ce qui signifie en gros lisser son investissement. Donc, on va prendre par exemple une période de 1 an et chaque premier du mois, on va mettre 200 $ sur l'action Tesla. Ce qui va te permettre, en fait, sur le long terme, d'avoir un prix d'entrée moyen qui est relativement bon par rapport à si tu achetais, je sais pas moi, 2000 le mois 1, 1000 le mois 3 et 1000 encore le mois 8. Ça va, en fait, c'est une stratégie qui permet de réduire ton risque au maximum. De prendre ouais, exactement. mais de prendre Mm. aussi les baisses quand il y en a et, et de pas avoir à stresser, entre guillemets, chaque baisse ou chaque hausse, ah, je suis pas dedans, ah, je suis dedans, ah.
Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Vu qu'on est dessus, moi, il y a deux choses que je trouve les plus intéressantes avec le DCA, parce que j'avais vu différentes statistiques. C'est pas forcément la stratégie d'investissement à long terme la plus rentable, parce Non. que forcément, si tu rentres au bon moment du marché, bah, Ouais, bah oui. tu fais plus d'argent. Mais l'avantage, c'est que t'as pas cette crainte de te dire est-ce que je suis rentré au plus haut, ou à chercher le moment où tu vas rentrer au plus bas. C'est en fait, tu te prends pas la tête. Et ça arrive au deuxième point, c'est que c'est vraiment une façon d'investir qui est passive. Généralement, ça peut être fait avec des ordres automatiques à la fin du mois, à la fin de la semaine. Ouais, et c'est Et du coup, accessible ça à permet tous. vraiment de se détacher, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi accessible à tout le monde, le DCA. Tu vois, moi, sur les cryptos, je fais du DCA chaque semaine et je renforce sur des grosses baisses. Mais une personne qui est pas sur le marché, qui est pas sur ses écrans H24, un exemple tout bête, hein, je le fais faire à ma famille, à mon père, à ma sœur, je leur fais faire, moi, du DCA, que ça soit sur le Bitcoin ou sur les indices américains. Mais eux, ils ont pas entre guillemets, les compétences et ils ont pas le temps d'être tous les jours sur leurs écrans, ah putain, là, le Bitcoin il a baissé de temps, il faut que c'est un bon endroit pour en acheter, c'est une bonne zone pour acheter. C'est pour ça que le DCA, pour ce genre de personnes, c'est top. Pour les personnes qui veulent pas trop passer de temps, pour moi, c'est la meilleure façon d'investir. Et c'est pour ça aussi que j'en fais. Parce que je pense que on sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais en fonction de si, peut-être dans 10 ans, je serai plus dans cette sphère qui est le trading, ça m'étonnerait fortement parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et je suis content de me lever au quotidien pour pouvoir me mettre sur mes écrans et j'attends le vendredi soir quand j'arrête ma session de trading, j'attends que le lundi 15h30 pour pouvoir recommencer, tu vois. C'est quelque chose qui m'anime vraiment et qui me plaît. Mais pour des personnes justement qui sont pas là-dedans, le DCA c'est top et c'est accessible à tout le monde. On l'a directement, du moins, c'est pas à faire du trading, donc tu peux tout faire sur ton téléphone. Contrairement au trading, où du moins, il y en a qui vont dire que tu peux trader depuis ton téléphone, c'est faux, tu peux pas. Mais pour le DCA, justement, tu as une application, tu télécharges et non, franchement, c'est la meilleure façon d'investir pour les personnes qui n'ont pas le temps de s'y intéresser, justement. Je te rejoins Et 100%. tout à l'heure, tu disais que bah, malheureusement le trading c'était très très instable, hein, comme tu pouvais mentionner à des mois de plus de 30 000 € et à d'autres pas plus de 3 000. Est-ce que tu as autre chose aujourd'hui qui te rapporte un petit peu d'argent, comme on parlait avec les questions bah, d'affiliation ou de coaching ou de formation? Est-ce que c'est des choses que tu fais aussi à part Ouais, avec ton associé? ouais, avec mon associé, mon associé est un pionnier de l'affiliation en France en termes de trading. C'était un des premiers, si ce n'est le premier à arriver sur les réseaux avec le trading. Et je me suis pas associé à lui tout de suite parce que, bon, comme vous le savez, j'étais en apprentissage. On a fait chacun nos chemins un peu de notre côté. Et par la suite, en fait, il m'a toujours proposé, il m'a toujours dit, viens bosser avec moi. T'as ce côté plus carré que moi j'ai pas et qui pourrait m'aider pour certaines choses, pour structurer certaines choses, tout ça. Et du coup, oui, ce qu'on fait, du moins à côté, il y a aussi de l'affiliation, de la formation. Moi, j'ai formé des centaines et des milliers d'élèves via le au trading. Je leur ai expliqué mes stratégies, comment moi je tradais, via du live, via des accompagnements perso, via des accompagnements en groupe aussi. Donc on a développé aussi pas mal de choses là-dessus qui sont hyper intéressantes. C'est pas la chose qui m'a le plus plu entre guillemets de former les gens parce que il faut vraiment comprendre que quand quelqu'un vient à toi, il s'attend la plupart du temps, les gens s'attendent à des résultats. En fait, quand on parle de trading, les gens s'attendent à des résultats de fou rapidement. Il y a très peu de gens qui ont la patience de payer une formation, mais de vraiment apprendre. Via notre système d'affiliation, les gens, ils ont accès à une formation de 10 heures et, et des canaux où on envoie des trades pour qu'ils puissent, s'ils veulent pas trader tout seuls, pour qu'ils puissent prendre la main. Et ces trades, en général, ils sont validés. C'est pas moi qui les envoie, mais ils sont validés par moi. Donc, ça veut dire que avant que le trader qu'on a embauché envoie les trades, il va venir vers moi, il va dire, est-ce que tu es d'accord avec ce trade et tout, même si c'est pas dans ma stratégie, tu vois, il m'explique lui sa vision, et moi je valide le trade ou pas. Donc
je suis pas uniquement fermé à mes stratégies. Ok, mes stratégies, c'est les meilleures. Non, non, pas du tout. Il y a 36 000 stratégies en trading. On peut utiliser, on peut utiliser les nuages d'Ishimoku, on peut utiliser n'importe quoi. On peut faire que du price action, on peut faire que des droites de tendance. Du moins, il y a 36 000 stratégies. C'est juste, faut se tenir à une stratégie et pouvoir l'appliquer sur du long terme. Mais pour en revenir à l'affiliation justement et aux autres sources de revenus que je peux avoir, donc l'affiliation, les formations, c'est des choses qui sont, je pense, qui peuvent être vraiment utiles. Mais tu vois, genre on a fait plus de 5 depuis que je bosse avec lui, on a fait plus de 5000 élèves. Et sur ces 5000 élèves, si je peux t'en prendre 50 qui vont continuer à trader un an après, c'est déjà, et qui vont trader. Quand je te dis qu'ils vont trader encore un an après, c'est qu'ils ont une stratégie, qui font ça proprement. Parce que bien sûr qu'il y en a plein qui continuent de trader, mais qui font toujours ça à l'arrache et ça, c'est très compliqué à gérer. Et c'est justement un des côtés aussi, pas qui m'a pas plu, mais qui me refroidit par rapport à l'affiliation, à former les gens. C'est qu'en fait, les gens, ils ont des attentes qui sont disproportionnées. Moi, j'ai tout de suite compris, ok, pour le trading, déjà, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut du capital. Si tu pars avec 1000 balles, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Tu vas pouvoir apprendre, ça c'est sûr, avec 1000 euros. Tu commences avec 1000 euros dans le trading, tu vas apprendre, mais tu vas pas gagner de l'argent. Il faut pas compter sur ça aussi pour vivre. Au début, moi, je comptais pas sur ça. Au début, c'est l'affiliation, c'est les formations, c'est de voir aussi mes investissements en crypto parce que, encore une fois, la période où j'arrête de travailler, c'est à ce moment-là où je me mets à investir en crypto. Et moi, j'ai pris toute la baisse, j'ai pris tout le bear market de 2022. Donc, j'ai eu le Bitcoin à des prix les plus bas possibles. Pour certaines tâches, j'ai été payé en Bitcoin quand le Bitcoin, il était entre 15 et 20 000. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de chance, j'étais là au bon moment. Et 6 mois plus tard, quand tu vois le Bitcoin à 60, 70 000, t'as aussi ce sentiment de légèreté un peu. De, ah, ok, c'est bon, quoi qu'il arrive, j'ai encore ça derrière moi qui peut m'aider si jamais vraiment il y a un gros gadin, si vraiment il y a une grosse boulette. Et en fait, c'est à réussir à avoir le trading doit, sur le long terme, te rapporter de l'argent, mais avoir d'autres sources de revenus. Ça peut pas être l'unique et la seule source de revenus. Sinon, mentalement, ça va t'oppresser et c'est là aussi où tu vas faire des erreurs. Juste Hugo, tu parlais je trouve la statistique était intéressante, tu disais 5000 personnes formées, 50 qui après ont la rigueur de continuer, qui ont leur stratégie, etc. Je me pose deux questions. De un, quelle est l'audience typique qui vient suivre tes formations et ton accompagnement? Et qu'est-ce que tu remarques chez ces 50 personnes? Quel est le pattern? Tu vois, est-ce que c'est juste qu'ils ont plus de discipline ou est-ce qu'ils ont d'autres dénominateurs communs, on va dire, vis-à-vis des restes 4950, tu vois? Ok, alors là, pour ta première question, en général, les clients ou les élèves qu'on va avoir, c'est des personnes qui viennent d'influenceurs. Donc, que ça soit des influenceurs, ça peut être des influenceurs voitures. On a eu beaucoup ça, parce que mon ami est lui-même influenceur trading sur les réseaux sociaux. Il a une grosse communauté, mais il l'a construit via d'autres influenceurs. En fait, son business model à lui, c'était quoi? C'était OK. Moi, tout seul, j'ai la compétence trading, j'ai la crédibilité trading. Si je m'associe avec un influenceur qui a une communauté très très forte, on peut faire un carnage et ça peut être super. Les gens vont accrocher, machin, tout ça. Du coup, il a juste testé plein d'influenceurs et à force de tester, il a trouvé les bons profils, ceux qui matchaient le mieux via l'influence et le trading. Et par ça, il s'est construit aussi sa communauté via plein d'influenceurs, en fait. Du coup, c'est souvent c'est des gens qui sont très présents sur les réseaux, donc ils ont une grosse base fan et ce genre de fans, en fait, aspirent à la même vie que leurs influenceurs préférés. Et c'est ce genre de personnes qu'on a. Bien évidemment, dans toutes ces personnes, il y en a qui se distinguent et qui se démarquent. Comme tu disais, sur les 50, je pense que un des patterns qui était très intéressant à mentionner et que moi je retrouvais dans quasiment tous, c'est qu'ils étaient prêts à écouter. Ils étaient ouverts à apprendre, ce que beaucoup ne sont pas.
beaucoup arrivent et pensent juste qu'ils vont faire du cash rapide. Et moi, quand je présente la chose, mais je leur dis comme à vous, hein, les gars, faut pas compter sur ça pour vivre. Vous voulez être rentable, ça va prendre minimum 2 ans. Alors que ça peut être plus rapide, mais je préfère mettre des bases très claires dans le sens où faut vraiment pas penser que vous allez arriver et en 6 mois, vous allez prendre des 10, 15, 20 cas par mois. C'est pas comme ça que ça se passe le trading. Faut se former, faut rater, du moins, moi, je sais que j'ai eu de la chance et c'est aussi sûrement peut-être par rapport à mon parcours, mais j'ai jamais pété un plomb devant un graphique. Mais quand je parle avec des gens avec qui je travaille, avec des traders, avec d'autres gens qui apprennent, ils sont tous envoyés en l'air. Il y a personne que je connais qui n'a pas envoyé un all-in, qui n'a pas pris tous les risques possibles sur un challenge en trade, des choses comme ça. Ce qui, moi, ne m'est jamais arrivé parce que je pense que j'ai tout de suite intégré le truc de ouais, mais ça sert à rien en fait. Si tu respectes pas ton plan et ta stratégie, tu te manques de respect à toi-même. Et si tu te manques de respect à toi-même, comment tu veux réussir à avancer en créant quelque chose de concret, de vrai et à quoi t'aspires. En fait, c'est toujours savoir pourquoi tu fais les choses. Et ces gens-là, en général, qui viennent justement sur ces canaux ou sur le business du trading, c'est des gens qui, leur seul et unique objectif, c'est argent, argent, argent. Argent rapide, on veut de l'argent, on veut de l'argent. Et honnêtement, c'est important, je dis pas, mais ça doit pas être ton seul objectif. Ça doit être un objectif, ça c'est clair et net. Pour moi, l'argent, je vais pas mentir, hein, pour moi l'argent c'est un objectif, mais c'est pas l'objectif principal. Donc voilà par rapport aux gens que j'ai et par rapport aux patterns qu'ils ont, ouais, je dirais c'est vraiment le fait qu'ils soient ouverts à apprendre et ils acceptent la critique aussi, je pourrais le dire, parce que du moment moi, ce que je fais avec les élèves que j'ai en général, c'est aussi que je leur explique qu'il faut que eux bouffent du graphique, donc qu'ils fassent des analyses, qu'ils me les envoient, que moi je les corrige, qu'on fasse des visios pour tout ça. Et t'as des mecs qui payent des formations plusieurs milliers d'euros, on prévoit des calls, ils se pointent pas au call. Et 2 heures après, ils t'appellent, ils disent ah désolé, j'étais avec des potes dehors ou des choses comme. Bah je suis désolé, mais moi, comme je leur explique, j'ai pas besoin d'eux. Moi, je sais trader. Je sais trader et je gagne ma vie grâce au trading. Sur un an, je pourrais vivre en faisant que du trading. J'aurais aucun souci à vivre. Alors, c'est clair que c'est cool, toujours mieux de développer d'autres trucs parce que c'est, en termes de psychologie, déjà, c'est bien de voir autre chose. Et puis, gagner plus d'argent, c'est aussi toujours cool. Mais en soi, moi, j'ai pas besoin de la vente de formation. C'est vraiment ce que je leur explique et je leur dis, les gars, si vous faites pas l'effort et vous voulez pas vous travailler, va falloir bosser. Et si vous n'êtes pas prêt à bosser, et ben ça fonctionnera pas. Et il y en a, ils sont pas contents. Après le premier call, certains ils me disent, ouais, moi je veux être remboursé. C'est pas ça le trading. On m'a menti, machin, tout ça. Et pour ça, on cherche même pas, on rembourse parce que nous on veut pas de mecs qui, on est là pour former des gens. En fait, le truc c'est que si les gens ils viennent dans une formation, ils ont la chance de m'avoir comme formateur. Si vraiment t'écoutes ce que je dis et t'appliques ce que je te montre comme stratégie, tu vas être rentable. Tu vas gagner de l'argent. Il y a pas de, moi je gagne de l'argent et j'apprends ce que je fais. Donc il n'y a pas trop de secrets, tu vois. Tu vas réussir à gagner de l'argent. C'est juste souvent, bah, dans tout ce processus d'apprentissage, il va y avoir des périodes moins bonnes de trading. Donc les gens ils vont se mettre à douter, donc ils vont essayer autre chose. Donc forcément, dès que tu divagues 1, 2 semaines et que tu appliques plus la même stratégie que moi sur 2 semaines, ça se trouve c'est sur ces 2 semaines-là où j'ai rattrapé les 6 stops du mois, tu vois. Mhm. Et toutes ces choses-là, les gens en général, c'est le plus dur en tout cas pour moi, c'était ça, c'était que les gens comprennent le pourquoi ils sont là et souvent ils sont pas là pour les bonnes raisons. Après, ça m'empêche pas de faire mon job, de leur apprendre ce que je dois leur apprendre et après c'est à eux d'appliquer. Moi, je suis pas eux, donc je peux pas les forcer à faire les choses, mais voilà. C'est très clair. Nathan, tu voulais rebondir sur quelque chose ou? Je voulais pas rebondir sur quelque chose, mais je voulais peut-être passer à un autre aspect, on va dire plutôt investissement long terme, Mm. euh, les cryptos, on va dire aujourd'hui par rapport à avant, etc. Et laisser un peu le trading, on va dire de côté pour le moment, peut-être y revenir un petit peu plus tard.
Mais tout ce qui est sur l'aspect légal des cryptos, par exemple, la protection des wallets, et comment est-ce que toi, tu fais en sorte que, malgré le fait que tu fasses du DCA, que tu te fasses pas, par exemple, voler tes cryptos? On entend énormément de gens qui se sont fait voler avec l'histoire de Malone. Je pense que t'as dû entendre à Miami qui a volé plus de 250 millions, je crois, Ouais, c'est de ça. Bitcoin. Euh, c'est quand même, ça fait peur, tu vois, à monsieur tout le monde qui aujourd'hui veut investir en Bitcoin. Toi, comment tu t'en sors pour que ça soit, on va dire, protégé, voilà, tout ça? Honnêtement, moi, je vais pas vous mentir, hein, tout est dans un coffre. C'est le secret. J'ai un cold wallet qui est dans un coffre et voilà. Et pour tout ce qui est Ok, DCA, investissement au quotidien, j'utilise une plateforme que tout le monde connaît qui s'appelle Binance. J'ai le max de sécurité, donc un mot de passe, un second OFA, FFI. ouais. Et ouais, non, non, j'ai le max de sécurité par rapport à ça. Alors oui, tu as toujours ce risque de pouvoir te faire pirater, ça c'est sûr. Mais si tu utilises toutes les sécurités qui sont mises en place maintenant pour ça, c'est pas plus dangereux qu'un compte bancaire pour moi. ok. Quand on regarde les principales plateformes de crypto, donc que ça soit Binance, Coinbase, en Suisse on va dire Swissquote peut-être, elles ont tout effet authentificator. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est toujours piratable, mais je pense que si tu fais un peu attention, que tu utilises des mots de passe relativement sécurisés, donc tu mets pas les mêmes mots de passe pour chaque compte, tous ces petits détails-là, c'est c'est good, je pense. Après, il y a des gens que je connais, ce qu'ils font, c'est que je sais pas si vous avez vu le podcast de Rabin des Bois avec Yomi et Oussama Hamar, où en gros, Rabin des Bois, qui est un infopreneur, on va dire, français, vous voyez qui c'est ou pas du tout? Ouais, Ouais, oui, je bien Ouais. vois. sûr. Il explique que lui, ce qu'il fait, c'est que, en gros, ta clé privée, tu la dissémines un peu partout, mais jamais en entière. Donc, tu vas donner, je sais pas moi, 3 mots à ta tante, 4 mots à ta sœur, 5 mots à ton père, 8 mots à ta maman, toutes ces choses-là. Et en fait, ce qui fait que pour pouvoir te faire pirater, en tout cas ton cold wallet, donc il faut ta seed phrase, c'est quasiment impossible. Après, c'est aussi à toi de voir comment tu veux gérer ça. Moi, je trouve que ça, c'est pas nécessaire dans le sens où le jour où tu veux retirer, où tu veux avoir accès à ton compte, faut que tout le monde soit là au même moment, au bon endroit, parce que tu vas pas leur demander de t'envoyer des photos de ça, c'est encore moins safe. Donc, C'est clair. tu vois, tu peux pas lui demander de l'envoyer par message, par mail. Donc, tu dois les avoir en physique tout le temps avec toi. C'est compliqué. Moi, honnêtement, là, j'ai ma plateforme Binance, j'ai un ledger à la maison où il y a un tout petit peu, mais il y a quasiment rien. Et le plus gros, c'est dans un ledger, sur un ledger dans un coffre, et je prends pas le risque, tu vois, de l'avoir ici. Quand je dois faire des transactions avec ce gros, je vais à la banque et je fais les transactions depuis les coffres de la banque. Ok. Ok. Ouais, parce que c'est ça que j'allais dire, c'est que oui, alors Swissquote, Binance, etc., les gros, ils nous font pas peur, mais en même temps, t'as un FTX qui était le plus gros, qui était reconnu, qui avait des basketteurs qui les endorsaient, etc., tu vois. Ouais, Donc il peut tout arriver. Donc de manière générale, c'est quand même recommandé de pas rester sur un wallet du coup hot, donc ouais. qui est directement sur les Ah non, exchanges, non. parce que il y a pas seulement le risque de piratage, il y a le risque de faillite, Ouais. et il y en a d'autres aussi, des manipulations abusives, etc. Donc de manière générale, je vois la recommandation de passer sur un cold wallet. Donc justement, ça peut être un Ledger, ça peut être ton MetaMask en ligne ou d'autres choses. Ça, je pense que c'est de manière générale une recommandation qu'on peut donner. Donc avec ton DCA, je pense pas qu'il faut ne pas avoir de compte Binance. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus pratique au quotidien pour pouvoir faire ton DCA. Mhm. Mais j'imagine que tu vois, là, tu disais que tu investis toutes les semaines. Bah peut-être que tous les 3 mois, Ouais, tu c'est ça. rebascules une certaine Exactement. partie de l'argent vers le call. Je fais ça même plus régulièrement. Moi, je fais ça tous les mois. Tous les mois, je rebascule une partie de l'argent sur le code wallet et il y a pas de débat. Non, non, j'évite d'avoir le. Après, tu vois, pour des personnes, encore une fois, hot et code wallet, pour moi, avoir un code wallet, c'est à partir du moment où tu as des certaines sommes. Ouais. Tu vois, si tu commences à mettre 100 ou 200 balles par mois,
avant tes 5 premières années. Je pense que si tu fais attention, que tu utilises ça uniquement pour mettre ça, que tu te connectes pas sur n'importe quoi, que tu as ton niveau de sécurité au max, que ça soit sur Binance, Coinbase ou Swissquote, et bah, alors oui, tu as toujours ce risque-là, mais encore une fois, c'est pas plus. Je pense honnêtement pas que c'est beaucoup plus risqué qu'un compte bancaire. Et si vraiment tu as peur maintenant de faire ça, ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser des plateformes comme DeGiro, où il y a des ETF Bitcoin. Et ça, c'est protégé par la Banque européenne, il me semble. Alors pour expliquer rapidement les ETF Bitcoin, intéressant. Donc ça, c'est sans avoir de wallet, sans détenir la crypto, sans un portefeuille notifié, on va dire Bitcoin, mais qui réplique du coup le cours du Bitcoin actuel en étant justement protégé par un système bancaire classique européen pour des giros et ou sinon suisse chez Swissquote par exemple. Mais intéressant que tu parles de ça parce que pour un investissement, on va dire, plus long terme pour monsieur et madame tout le monde, ce serait une solution Ah oui, ça qui a c'est été sûr. mise en place assez récemment. Hein. Si je dis pas de bêtises, Ouais. les ETF, ça date pas non plus d'il y a si longtemps. Et c'est ce Bitcoin, ça qui a doit faire fait, je pense, un peu plus d'un an maximum, je crois. Ouais, c'est récent. Ok. Et Ethereum, c'était fin de l'été dernier, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça, Mais ou après, septembre. je pense que l'ETF, c'est un super outil justement pour monsieur et madame tout le monde qui veut diversifier un petit peu son patrimoine, Mm. on va dire tremper le doigt de pied dans ce monde-là. Après, ça va quand même, je pense, à l'encontre des, des valeurs fondamentales des crypto-actifs, tu vois, dans le sens où Ah tu oui, veux pouvoir 100%. détenir cet actif-là, etc. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu es on va dire, un maximaliste, tu vois le truc à long terme, bah, du coup, généralement, tu vas pas te diriger vers ce genre d'investissement. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est de quoi démarrer. Et puis tu peux toute façon après vendre tes positions en ETF et puis rebasculer, racheter en direct le jour où tu veux faire le pas, quoi. Ouais, exactement. Et je trouvais très intéressant ce que tu disais par rapport à, par rapport à aller à l'encontre de ce que voudrait le monde de la crypto. Parce que je pense on a déjà fait la bascule et qu'on est déjà du mauvais côté, entre guillemets. Ça a jamais été pour reprendre du moins le Bitcoin, donc Satoshi Nakamoto, là où les personnes qui ont créé le Bitcoin, ils l'ont jamais fait dans un but d'investissement, dans un but de de faire des profits sur ou dans un but d'actifs financiers. C'était vraiment dans un but de se libérer de toute institution et personne au-dessus de toi. C'est pouvoir vraiment transférer ton argent comme tu le souhaites. Donc, ce côté, là, je suis d'accord avec toi. C'est pas ça le but des cryptos, mais je pense que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop Ouais. tard. Les cryptos, du moins, le Bitcoin est vu comme un actif. Euh, ouais, comme un actif Je vois ce que d'investissement. tu veux dire. Ouais, c'est déjà un investissement. Après, le fait que ce soit limité en termes de nombre de bitcoins qui sont émis, et le fait que, tu vois, structurellement, il y ait ce halving tous les 4 ans, donc la diminution de la rémunération des Ouais. mineurs, etc., c'est quand même dans le principe que les gens vont investir dans l'actif lui-même en direct et pas dans son réplica ou son CFD, tu vois, pour faire référence à la discussion d'avant, parce que sinon, ça vient manipuler un peu ce fonctionnement-là. Et le bitcoin, il a été super bien réfléchi. Mais je sais pas à quel point, c'est une question ouverte, évidemment, on n'en a pas la réponse ici, mais à quel point, en 2008, quand Satoshi Nakamoto lâche son white paper, il prend conscience du fait que c'est pas à différencier de la finance traditionnelle, mais que la finance traditionnelle coexiste et trouve des moyens d'investir dedans, et tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bah ça c'est clair on aura, je pense jamais la réponse par rapport à ça. Mais ouais, c'est aussi tout ce mystère qu'il y a derrière le Bitcoin, derrière Satoshi Nakamoto, qui est, on le sait pas, est-ce que c'est une personne, un groupe de personnes? Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que le Bitcoin performe aussi bien, c'est que il y a personne réellement derrière. Contrairement à toutes les autres cryptos où il y a toujours des chefs de projet, une tête, des personnes connues, où il y a toujours une personne physique qui est derrière. Derrière le Bitcoin, il y a personne. Et c'est ça aussi la grande force de Bitcoin, je pense. Mhm. C'est aussi ce qui fait qu'il est tant prisé alors que c'est pas le plus efficient aujourd'hui comparé à des nouvelles crypto-monnaies. Comme tu dis, il est
on ne sait pas qui est derrière. Il y a aussi le fait que c'est le plus vieux qui n'a jamais été, qui n'a jamais failli. Alors qu'on peut regarder Ethereum. Ethereum a eu des problèmes. C'est pour ça qu'on a eu cette branche avec Ethereum classique. Mais du coup, tu vois que ouais, c'est le plus vieux sur lequel on n'a jamais eu de problème pour l'instant. Son seul problème, c'est qu'il est pas efficient, qu'il est énergivore, Mhm. qu'il est cher, etc. Mais finalement, j'aime beaucoup la comparaison avec l'or dans le monde physique. Tu vois, Ah bah ouais, l'or, c'est c'est plus 100%. avec ça qu'on s'échange de l'argent, mais ça reste peut-être la seule chose dont on a vraiment confiance quand on doute du système bancaire. Exactement. C'est Ouais, non, non, clair. c'est ça. C'est ça, et c'est ça. Moi, ça me fascine beaucoup aussi l'histoire derrière. Alors oui, c'est clair, l'investissement, gagner de l'argent, tout ça, mais l'histoire derrière le Bitcoin, l'histoire derrière Satoshi Nakamoto, j'ai regardé, je pense, un nombre de reportages sur YouTube, tout ce que je pouvais trouver. Après, il y a très très peu de choses, mais tout ce que tu peux trouver par rapport à ça, c'est assez fascinant. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue en fait énormément, tout simplement. Et Trop bien. si aujourd'hui, tu avais... Pardon, Nathan, vas-y. Non, 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 non. Vas-y, continue. Je me demande, tu vois, si aujourd'hui, là, d'un coup, je sais pas, tu gagnes le loto, tu gagnes des millions ou j'en sais rien. Est-ce que, tu vois, comment est-ce que tu l'investirais? À quel point tu mettrais de l'argent dans ces crypto-actifs ou à quel point tu resterais quand même, on va dire, traditionnel? Voilà. Ok, très intéressant comme question. Alors, il y a une grosse partie, du moins, tout dépend bien évidemment des montants, mais on va dire si je prends 10 millions par exemple au loto demain, alors ce que je ferais, la première chose que je ferais, c'est une question compliquée, mais je pense la seule activité que je garde en termes de travail, déjà, c'est le trading. Je coupe toutes les autres activités. Parce que c'est vraiment ça mon moteur. C'est ça qui me passionne et que j'aime. Donc tout le reste que ce qui me plaît pas, en fait, c'est pas que ça me plaît pas, mais qui sont là un peu plus, entre guillemets, pour une stabilité, pour autre chose, je pense que je couperais parce qu'en termes de finances, ça sera bon. Et après, en termes d'investissement pur, bah, il y aura immobilier, bourse classique et crypto, hein. Ça, c'est sûr. Oui, oui, de la crypto, il y aura une grosse part. Je pense honnêtement que je mettrais 50% en IMO et je ferais du 25-25 sur le reste, bourse et crypto. Parce que je suis une personne qui est prête à prendre des risques et avec 25%, donc avec 2,5 millions, tu peux commencer à faire quelque chose de très intéressant en crypto. Et tu ferais tout en DCA, j'imagine. Euh, Je sais pas. Honnêtement, je me suis jamais vraiment posé la question parce que j'ai jamais eu cette somme-là. Mais c'est clair que je vais pas arriver et mettre 2,5 millions sur une crypto du jour au lendemain. Mais je sais pas si je ferais tout en DCA ou, ou si justement je continuerais mon DCA et avec cette somme-là, je renforcerais sur des gros niveaux. Moi, j'ai une question, du coup, assez pertinente là-dessus parce que bah, tu as parlé du coup d'investissement, on va dire ici à titre personnel que tu fais depuis chez toi sur ton ordi. Ouais. Mais en parlant de ces sommes-là, est-ce que toi qui as travaillé bah, du coup dans une banque qui gère des actifs et puis avec ce côté privé, sans mentionner le nom de la banque ou quoi que ce soit, est-ce que tu leur confierais 10 millions par exemple Non, aujourd'hui? non, 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 jamais de la vie. Ils coûtent trop cher. Les banques, elles coûtent trop cher, vraiment. Les banques privées encore plus. Et j'ai pas un profil pour l'instant en termes de prise de risque, de choses comme ça. Je pourrais me tourner vers des fonds d'investissement ou des family office, ça c'est différent. Mais une banque Ouais. privée ou même une grosse banque, hein, une institutionnelle, des grosses banques comme on en a à Genève partout, quoi. Alors oui, bah j'aurais mon compte classique, que ça soit à Migros ou à Poste ou à la BCG ou du moins tu sais, un compte bancaire classique. Mais je n'ouvrirai pas un compte en banque privée, ça c'est hors de question. Non, non. Ça vaut pas. En fait, Mais tu D'accord. vois, je pense pas que c'est intéressant pour une personne. Alors, pour une personne qui n'est pas dans le monde de la finance et qui ne s'intéresse pas à ce domaine, ça peut être intéressant. Et encore, parce que je pense que ce que font les banques privées en termes, on parle uniquement en termes d'investissement là. Une banque publique, une banque classique peut te le faire. C'est juste le service qui va avec derrière. Mhm. Mais je trouve que ce service petit à petit se perd. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu vois, un truc que je ferais, ça c'est sûr et certain, c'est que je prendrais une American Express pour avoir la conciergerie qui va avec.
Tu vois, ça c'est évident. Mais ça, t'as pas besoin d'être dans une banque privée ou quoi. Tu vois, toutes les banques peuvent en théorie te fournir ce service. Et donc ça c'est clair que ça serait et déjà actuellement, mon associé qui est lui qui a une Amex et qui a un service de conciergerie avec ça, c'est exceptionnel. Du moins, tu te poses la question pour rien, tu réfléchis plus pour rien. Tu vas aller à un endroit, tu y vas. Il y a plus de place dans un hôtel, bah il y a de la place finalement. Du moins, tout est fait pour que ça marche pour toi. Donc il y a deux trois petits gadgets ouais en plus, mais alors en termes d'investissement dans une banque privée, ça c'est sûr que non. D'accord. Ok. Ok. Je me demandais aussi, du coup, tu vois, là, tu parlais de, un peu de fonds d'investissement, etc. Ça peut être la seule partie qui devient un peu intéressante peut-être à aller. Je me dis, t'as quand même, on parlait, t'as généré plus de 200 000 euros avec tes stratégies de trading, t'as généré aussi de l'argent voilà, avec tes activités annexes. Aujourd'hui, j'imagine que, d'autant plus parce que t'es dans ce cercle lié à la finance et dans ces pôles, voilà, tu dois avoir pas mal d'opportunités qui viennent à toi dans le sens où par exemple dans la crypto on a longtemps vu des ICO avec des airdrops etc. Maintenant ça c'est beaucoup plus devenu des ventes privées plus avec le fonds tu vois VC un peu style comme pour les startups etc. Je me demande comment tu fais pour déjà est-ce que tu investis dans ce genre de choses et comment est-ce que tu fais pour pas tomber dans le FOMO parce que du coup naturellement par ta position et par le capital que tu as pu accumuler bah tu as des opportunités qui viennent à toi tu vois. Ouais, alors ça c'est vrai que encore plus quand t'es à Dubaï, je vais pas te mentir, à Dubaï toutes les 2 semaines t'as des nouveaux projets crypto qui pop et qui te disent ouais c'est le nouveau Bitcoin, c'est le nouveau Solana, c'est le nouveau ci, c'est le nouveau meme coin à la mode, tout ça. Moi par rapport à ça, je t'avoue, je mets pas mon argent là-dedans. Si je dois mettre mon argent Ok. sur des meme coins, c'est mes recherches à moi, derrière mon écran, c'est ce genre de choses. Mais je vais très très rarement quand on vient me voir, parce que je vais pas te mentir, ça arrive pas à Genève, ça arrive pas quand je suis en Asie ou quoi, c'est uniquement quand je suis à Dubaï que j'ai ce genre d'opportunité là. Et il y a des gens qu'on fait aussi beaucoup en ce moment avec qui s'amusent à sniper les projets crypto qui sortent. On m'a proposé aussi ce genre de choses et j'ai toujours refusé dans le sens où bon, déjà, sniper un projet crypto, je trouve que c'est pas éthique, honnêtement. Alors, tu peux faire beaucoup d'argent, mais il y a aussi une balance à avoir entre faire de l'argent et comment toi tu te sens dans tes baskets. Tu vois, il y a des projets crypto qui sont super, mais peut-être qu'ils se font sniper. Le projet, il est bousillé en 2 heures, alors que les mecs, ça fait peut-être 2 ans qu'ils bossent sur le projet. C'est des choses aussi auxquelles, du moins, moi, de mon côté, je me dis à leur place, est-ce que, voilà. Après, c'est le risque, hein. Tu peux bosser 2 ans sur un projet et que ça marche jamais, et voilà, mais en termes d'éthique, je suis pas hyper fan. Et après, bah, les mêmes coins en soi, il y a eu une grosse hype qui est redescendue depuis. Je vais pas mentir, j'en ai profité un peu pendant la hype parce que aussi pareil, c'était une période où j'étais à Dubaï, donc je savais quel projet allait sortir avant qu'il sorte. Certains, certaines de mes connaissances de mon réseau créaient des projets crypto, donc ils nous leakaient un peu les infos, ce qui faisait que je snipais pas, mais j'achetais du moins quand il sortait qu'il était disponible sur PancakeSwap ou sur les exchanges. Ce qui fait que bah j'ai réussi à faire un peu d'argent avec ça, mais honnêtement, si je dois conseiller quelqu'un, n'allez surtout, surtout, surtout pas sur les mêmes coins. C'est du casino, vraiment. Faut y aller avec, ou alors tu vas avec des sommes que tu peux te permettre de perdre, comme si tu allais au casino jouer à la roulette. Hmm. Ouais, je le vois comme ça aussi. Puis ça peut être une perte de focus pour toi qui déjà doit analyser les marchés quotidiennement, etc. Ouais. Si tu te mets à... En fait, c'est soit tu le fais en mode full casino, je regarde même pas le projet, et voire Mhm. même peut-être t'investis dans toutes les opportunités qui viennent vers toi en disant, voilà, je vais moyenner... tu vois, parmi elles, il y aura un gagnant. Ouais, ouais. Mais si tu commences à analyser les projets, tu perds totalement ton focus. Non, non, c'est ce que je faisais pendant une période. Ce que je faisais, c'est que chaque mois, j'investissais sur 5-10 projets où je mettais vraiment quasiment rien, quoi. Et j'espérais que une fasse x5 ou x10 pour une ou deux fassent x5 x10 pour compenser les pertes des autres, quoi. Tout simplement. Et, Hmm. et j'ai vu que Ok. tu peux gagner de l'argent si tu t'y mets vraiment. Mais en fait, le truc, c'est que pareil, les mêmes coins, c'est un taf à temps plein. C'est un peu comme le trading. Faut être sur Twitter à fond, sur Discord à fond, sur Telegram à fond, avoir les bons canaux, les bons comptes à suivre, être là au bon moment. Il faut être hyper actif dans les Discord.
faut creuser un peu partout. Donc, c'est aussi énormément de temps, hein. Il y a des gens qui passent leur temps à faire ça et qui gagnent leur vie grâce à ça. Et là, à partir de ce moment-là, c'est plus du casino. Dans le sens où le mec C'est il clair. investit de son temps, il investit, du moins, c'est un travail à temps plein. Il est là tous les jours derrière ses écrans, il regarde les projets qui sortent, il les analyse, il regarde le background des gars qui ont créé le projet. Donc, toutes ces recherches-là, c'est quand même du travail. Donc oui, les mêmes coins, c'est du casino. Quand t'arrives, comme moi, t'en choisis 10 parce que les noms, ils te plaisent bien et tu y vas, tu regardes un peu les trends du moment. Quand, quand Trump, il a sorti sa crypto, bien évidemment, du moins, c'était évident. Du moins, moi, j'ai juste eu de la chance d'être réveillé à ce moment-là, hein, parce que si tu dormais, c'était fini. J'étais réveillé à ce moment-là. J'étais sur mon ordi. Je sais plus exactement ce que je faisais. Je regardais pas vraiment les graphiques ou quoi. J'ai un message d'un pote qui me dit, mec, il y a Trump qui sort une crypto dans 10 minutes, nanana. Je me connecte un peu, je regarde. Bah, j'ai réussi à en avoir, mais j'ai fait j'ai fait x5 ou x6 avec une somme infime. J'ai mis 500 balles, tu vois. Je prends jamais un risque démesuré, tu vois. Si je perds ces 500 balles, bah, c'est pas grave. Ça change rien pour moi. Mais jamais je vais m'amuser à mettre les 10, 15, 20 000 balles sur une crypto. Sur un même coin, surtout. Ok. Ça, T'avais quelque chose... c'est trop Ouais, risqué. excuse-moi. T'avais quelque chose à ajouter, Mathis, sur ça? Sinon, je voulais passer à un dernier sujet euh, avant de conclure, je pense. Vas-y, vas-y. Ouais, du coup, bah, vu que tu parlais de Dubaï, etc., pour laisser un peu tout l'aspect crypto et tout ça de côté, mais plus pour l'expatriation, parce qu'aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure, avant notre call, que tu y étais quelques mois par année, et puis souvent pendant les périodes d'hiver chez nous, on va dire en Europe. Est-ce que tu te verrais, du coup, t'expatrier là-bas dans un futur proche ou même à l'avenir pour avoir peut-être d'autres opportunités autres que seulement le trading et la crypto, ou pas forcément? Alors, officiellement, je suis déjà expatrié là-bas. Donc, je suis à plein temps à Dubaï maintenant. Donc, j'ai pas d'obligation avec. Ce qui est bien avec Dubaï, c'est que t'as pas d'obligation d'y être 6 mois ou pas. Tu dois y retourner une fois tous les 6 mois pour que ton visa reste à jour et que ta société reste à jour aussi. Mais t'as pas besoin d'y être en permanence. Alors, au début, je t'aurais dit non. Jamais je veux y habiter plus que 2, 3 semaines par année parce que le train de vie, le style de vie, blablabla. Et en fait, plus j'y vais, bon, déjà, je m'habitue à ce confort de vie. On va pas se mentir parce que t'as tout à disposition. Le service est exceptionnel. Les gens sont super gentils. T'as aucun risque d'agression, t'as pas de sentiment d'insécurité et tout. Bon, après, pour en revenir, nous, on vient de Genève. Moi, j'ai jamais vraiment ressenti ce sentiment d'insécurité à Genève, personnellement. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont pu le ressentir. Il y a des femmes qui ont pu le ressentir et ça, c'est évident que ça existe. Ce qui est bien aussi, c'est que quand t'es à Dubaï, t'as pas peur que, du moins, ta copine, elle peut rentrer à 3 heures du matin, elle risque rien, quoi. Elle peut se marcher dans la rue à 3 heures du matin, il y aura rien. Il y a beaucoup d'avantages à Dubaï par rapport à ça, pour l'éducation, pour tes enfants, si vous voulez des enfants. En tout cas, moi, je sais que j'en veux. Et l'éducation et le confort de vie que ça t'apporte Dubaï est exceptionnel, mais c'est aussi une bulle. C'est aussi tout ce paradoxe, du moins, ce paradoxe-là. Donc, tout est trop bien, mais est-ce que c'est vraiment ce que l'humain il a besoin? Je suis pas sûr. Et pour toutes ces raisons, je pense que sur les prochaines années, alors construire ma vie de famille à Dubaï, je pense pas. Mais sur les prochaines années, sur mes années de, je pense, on va dire sur les 5 prochaines années, je serai peut-être 3 à 4 mois par année à Dubaï et le reste du temps ici ou en voyage à gauche à droite. Mais j'ai besoin de cette balance cette FOMO de Dubaï, de tout en trop grand, de tout plein d'idées qui fusent, de personnes qui sont là de proposer des business, des plans argent, des trucs tous les 2 jours, et aussi revenir à la sérénité, au calme à Genève, au bord du lac où les gens sont un peu plus corpo. T'as toujours ce truc business, mais les gens sont quand même un peu plus corpo, un peu plus carré, on va dire, en termes de travail, hein. Parce que on croit que Dubaï c'est le paradis pour les influenceurs, pour les entrepreneurs, toutes ces choses-là. Mais moi tous les entrepreneurs que je vois, il y en a très peu qui sont carrés. Mhm. Ils ont beaucoup aussi du moins,
de moments où ça divague, où ils ont besoin de relâcher la pression. Donc, t'as tout cette bonne balance à avoir. Comment t'as besoin de relâcher la pression, ça aussi, c'est quelque chose de personnel, tu vois. Moi, j'ai pas besoin d'aller en boîte, de boire 3 litres d'alcool pour. C'est pas ça qui va me faire relâcher la pression. C'est plus aller faire un jogging en montagne ou une balade au bord du lac. Ça va m'aider. Mais j'ai besoin en fait de ces deux mondes, en tout cas pour pouvoir évoluer et continuer à progresser dans mon parcours d'entrepreneur et dans mon parcours de trader. Sans Dubaï, je pense que je serais trop à me reposer sur mes lauriers en me disant oh bah c'est bien ce que je fais, j'ai pas besoin de faire trop plus et tout, je m'arrête là pour ce mois. Alors qu'à Dubaï, bah t'es toujours un peu en compétition, t'as toujours des gens qui font plus que toi, qui travaillent plus que toi, qui gagnent plus que toi, qui créent plus que toi. Donc ça t'élève à chaque fois tes standards par rapport à ça. Et quand t'es dans ta bulle par rapport à Dubaï, tout, en fait, je trouve que tout s'arrange bien pour le business à Dubaï. Et une fois que tu reviens ici, bah, tout est un peu plus relax. T'as le temps un peu plus pour ta famille, t'as le temps un peu plus pour tes amis. Tu déconnectes un peu, tu reviens à des horaires un peu normaux. C'est toute cette balance, je pense, qui est important. En tout cas, pour moi, je pense que c'est important d'avoir une bonne balance par rapport à ça. Ouais, je pourrais pas être 100% du temps à Dubaï, comme je pourrais plus être 100% du temps ici maintenant. Ok, intéressant. Et vous, Hyper par rapport à intéressant. ça, parce que vous, du moins, vu que vous n'êtes pas à Genève actuellement, comment vous ressentez par rapport à ça, par rapport à l'expatriation, par rapport à, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez faire ou pas du tout? Moi, peut-être pour commencer, de plus en plus, je me dis que mon idéal, il est un peu comme toi. Alors, je suis jamais allé à Dubaï et je suis même pas sûr que là-bas ça m'intéresse vraiment, mais dans le sens un mix en fait. Je pense qu'il y a énormément d'avantages quand même à Genève, mais je vois aussi que ça me satisfera pas d'y être, tu vois, pendant 10 ans à temps plein. Euh, donc j'ai envie de voir d'autres choses. Déjà, je pense que tu vois, si là maintenant je devais faire mon plan idéal, ce serait quelques mois de voyage parce que je pense qu'il y a énormément de pays à découvrir, énormément de cultures à découvrir. Quelques mois à Genève pour sûr parce que avec les années, en fait, je commence à être de plus en plus attaché quand même à cette ville. Ouais. Alors que je l'étais quand même moins il y a quelques temps. Je me rends compte maintenant de tous les avantages de cette ville. Et pourquoi pas quelques mois dans un autre endroit. Alors, ça peut être un endroit qui peut être plus business. Ça peut aussi être juste. Moi, je suis quand même pas mal attiré par l'Asie, pas mal d'endroits en Asie. Je sais qu'on en avait déjà discuté aussi, Hugo, et puis on a Ouais. discuté avec Nathan aussi. C'est après, je pense que en fait, j'ai encore ce combat en moi. Est-ce que je veux aller là où il y a les opportunités, là où il y a du mouvement, là où tu es inspiré, etc. Ce qui peut refléter un peu à ta discussion, ou est-ce que je veux aller là où je suis tranquille, là où je me redécouvre, là Mm. où je suis plus à l'aise et tu vois ce que je veux dire, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est difficile j'en sais rien, je suis jamais allé à Dubaï, mais je vois vraiment ce truc-là où, oui, il doit y avoir 100 000 opportunités, mais c'est la fast life et donc peut-être difficile d'être totalement en accord avec soi-même, bien-être et tout, tu Ah vois. ouais, c'est 100%, 100%. C'est trouver la balance vraiment qui est difficile. Et je sais pas si c'est une tendance globale, mais moi j'entends de plus en plus de gens qui disent qu'ils aimeraient bien ne pas rester au même endroit, soit en bougeant, tu vois, je vais rester 2 ans là et rebouger, soit en se disant, voilà, à l'intérieur de la même année, je vais voyager. Je voyais aussi des stats où il y a de moins en moins de jeunes, on va dire de notre âge, qui achètent une maison, Mm. mais qu'il y a de plus en plus de locataires, rien que dans l'idée de, mais en fait, je suis pas sûr que je vais rester 25 ans avec mon crédit là. Enfin, vous voyez l'idée. Ah ouais, ouais, Donc, 100%. je Ouais. pense que c'est assez répandu, on va dire, de se dire que ouais, on n'est pas forcément envie de rester que de là où on vient, quoi. C'est clair, Et c'est clair. Et puis bah pour compléter et puis pour finir sur ce sujet, je te rejoins Mathis. Bah de toute façon on en avait discuté hier en off, mais effectivement le fait bah, maintenant d'être ici en Asie, je vois quand même les avantages qu'on a chez nous en Suisse, à Genève, malgré le fait que ça soit un peu un cluster où on reste bloqué au niveau des opportunités, de la mentalité des gens. Que ça n'a rien à voir par rapport à la vitesse des développements de projets qu'il y a ici bah, en Asie ou même à Dubaï pour y être allé. Je connais assez bien le mood. Bah, toi forcément, Echo, tu dois le voir au niveau de la vitesse d'exécution aussi vis-à-vis de tout ce qui est légal, des sociétés, etc. ah bah c'est Quand on monte une société en France ou même en Europe de manière générale, c'est un enfer, ça prend une plombe, la paperasse à droite, à gauche, des impôts, des taxes. Bah, pour parler de Dubaï, bah voilà, impôts sociétés qui existent, mais les impôts personnels, bah, c'est différent. Tout ce genre de paperasse qu'on n'a pas en fait ailleurs, c'est quand même beaucoup plus simple
est beaucoup plus reposant au niveau administratif que chez nous. Donc c'est pas à négliger pour, on va dire, une partie du temps de l'année, comme tu disais, 3, 4, 5 mois. Mais après, revenir quand même dans ce confort et cette paix qu'on a chez nous en Suisse, ça c'est clair que c'est un objectif aussi pour moi de chercher cet équilibre entre les deux, sans me retrouver dans un endroit qui me ressemble pas et qui est juste là pour soit les opportunités, soit juste pour le confort. Tu vois, pour une Et, petite anecdote, pour revenir sur ce que tu as dit, le temps d'ouverture des sociétés et toutes ces choses-là, c'est assez marrant que tu dis ça. Dis-toi, j'ai fermé des comptes bancaires en France. J'ai fait la demande en février. Ils m'ont clôturé le compte il y a une semaine. oui, d'accord. Ça a été plus rapide d'ouvrir une société à Dubaï que de clôturer un compte bancaire en France. C'est quand même affolant. Et c'est pas un truc où j'ai laissé couler hein, le truc en France. Chaque semaine, je les relançais. J'ai eu genre 5 mails sans aucune réponse. À un moment donné, je les ai appelés et j'ai été pas insultant, mais j'ai été irrespectueux au téléphone pour que ça avance parce que c'est 2 mois supplémentaires, c'est 2 mois où ils prennent des frais sur mes comptes supplémentaires, alors que j'ai demandé la fermeture début février, c'est pas non plus normal, tu vois. Il y a un juste milieu à avoir. Je veux bien que ça puisse prendre 2, 3 semaines, le temps que ça aille de service en service. J'ai bossé dans une banque, je sais comment ça se passe, mais je sais aussi qu'en Mhm. un clic, un compte il est clos, quoi. On est d'accord. Du coup, c'est marrant que tu reviennes sur ça parce que tu dis ça parce que ouais, justement, j'ai eu un peu l'expérience de 2 mois et demi pour clôturer un compte bancaire alors qu'un mois a suffi pour créer ma société à Dubaï, quoi. Et là, je me demande à quel point un endroit comme Dubaï, on est encore au tout début de cette bulle où, donc d'ici quelques années, on a atteint pas le plateau en disant que ça va être moins bien après, hein. Je pense que ça peut que être mieux, mais en termes d'efficience, etc. Mais je parle en termes du fait que il y aura tellement de gens qui sont allés là-bas qu'on a un peu, c'est plus l'Eldorado. Et je me demande, tu vois, quels sont les autres endroits qui, je sais pas, peut-être à un horizon un peu plus long, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quel sera le nouveau Dubaï, tu vois. Moi, maintenant, je suis à Montréal et puis j'ai discuté avec pas mal de gens ici, etc. Eux, en 1967, ici, il y a eu l'Expo internationale qui a permis de vraiment ouvrir énormément le Québec et de se faire connaître dans le reste du monde. Avant ça, c'était très déjà français, c'était super catholique, c'était super fermé, etc. Et vraiment, après Expo 67, ça s'est totalement ouvert. Et je parlais beaucoup à des anciennes générations qui me disaient, voilà, dans les années 70, c'était dingue de venir à Montréal. C'était vraiment plein d'opportunités. L'immobilier était pas cher, il a explosé. Et du coup, je me demande, ok, c'est là, notre génération, on voit ce pattern-là maintenant avec Dubaï. On l'a vu aussi un petit peu avec peut-être Bali. On en discutait dans le premier épisode avec Nathan. Euh, mais voilà, est-ce que vous avez des idées de quels seront les prochains endroits ou pas forcément? Quelque chose qui ressemblera beaucoup à Bali, je pense, c'est le Sri Lanka que j'ai fait et qui a déjà un aspect très balinais, on peut dire ça comme ça, je pense, je sais pas, mais ça ressemble. En fait, j'ai fait un mois au Sri Lanka, donc les 10 premiers jours, j'ai beaucoup bougé. J'étais dans le centre, je faisais des auberges, des choses comme ça pour voir un peu le pays et tout. Le centre, pas trop, mais le sud, t'as ce mood très yoga, très relaxant, des petits bars de plage, des salles de sport. C'est assez, il y a beaucoup d'expats aussi. J'ai rencontré énormément d'Espagnols, énormément d'Anglais qui viennent au Sri Lanka et qui s'installent 3, 4 mois et qui bossent au Sri Lanka. Le Sri Lanka peut être très intéressant. Et après, un truc qui va ressembler un peu plus à Dubaï, je pense, les autres pays du Moyen-Orient, type Bahreïn, type Oman, type l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il faut juste un peu de temps parce que c'est des pays musulmans et que ils sont régis pas sous les mêmes lois que les occidentaux. Et c'est aussi ça où Dubaï a été très avant-gardiste, c'est que Dubaï c'est la vitrine, mais tout le reste du pays c'est encore relativement strict par rapport aux règles qu'ils ont. Et c'est totalement acceptable, hein, moi ça me pose aucun problème. Mais tu vois, un exemple tout bête, dans les offices, dans les bureaux du gouvernement, ce genre de choses, quand tu vas pour faire tes visas, pour faire tes papiers de société, t'as pas le droit d'arriver en short. Là, D'accord. short polo, même si c'est relativement classe, t'as pas le droit d'arriver en short. Tu dois être couvert, les jambes doivent être couvertes. Et pour tout le monde.
Tu vois, c'est des petites Ouais. règles qu'il y a. Alors qu'à Dubaï, t'as pas ça. À Dubaï, peu importe où tu vas, tu peux rentrer en short. Et là où je pense que je te rejoins, c'est que bah, les pays, ils fonctionnent comme ils veulent, ils ont chacun leur culture et leurs lois, mais pour que ce soit intéressant pour un flux d'entrepreneurs, d'infopreneurs qui viennent d'Occident, il faut qu'il y ait un certain match dans la Ouais. culture et donc Une certaine. voilà, une certaine mise à niveau. Et c'est vrai que Dubaï l'a peut-être fait avant d'autres pays, mais ça serait peut-être intéressant. Ouais, le Qatar aussi, je sais qu'il y a eu pas mal de développement et que ça commence à devenir intéressant aussi. Moi, c'est juste ces pays, il fait trop chaud. Enfin, j'ai le sentiment qu'il fait trop chaud là-bas. Ouais. Bah, là, actuellement, Voilà, avec la chaleur, vous là, voyez à Dubaï, Montréal. ouais, bah, là, ça va, t'es tranquille. Mais Dubaï, là, actuellement, j'ai mes potes qui me disaient, c'est trop, là. Il fait 45 degrés la journée, tu peux pas marcher dehors. À partir de mai, c'est fini, Dubaï. De mai à septembre, moi, je mets pas les pieds. Mais Sri Lanka, ouais, bien vu, Ouais, Sri ça peut Lanka, être franchement, très sympa. Bon, après, comme je t'ai dit, tous les pays Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite, ils sont en train de construire le projet NEOM, là, The Line, qui, je sais pas si ça va aboutir, si c'est un projet immense et énorme, hein, bien entendu, mais ça sera une sorte de vitrine de l'Arabie Saoudite comme Dubaï l'est pour les Émirats. Et, euh, et je pense que en fait, tous ces pays du Golfe et du Moyen-Orient, ils voient comment Dubaï a fonctionné et ils voient aussi du moins, ils ont de l'argent grâce au pétrole, mais ils voient aussi l'argent qui leur passe sous le nez avec le tourisme. Parce que, ok, il n'y a pas d'impôt sur du moins. Maintenant, à Dubaï, il y a un petit impôt sur les sociétés, mais au début, il n'y en avait pas. T'as pas d'impôt sur le revenu, tout ça. Ok, c'est très bien. Mais l'argent que tu génères grâce aux gens que t'attires par tes conditions fiscales avantageuses, en fait, du moins, tu t'y retrouves. T'as pas besoin de payer d'impôts, mais du moins, les gens, ils vivent ici, ils consomment ici, tout coûte un peu plus cher, donc tu t'y retrouves au final. Carrément, carrément. Ok, Pardon. je crois qu'on arrive au terme de cet épisode, sinon tu vas rater le marché à cause de nous, Hugo. Euh, est-ce que t'as quelque chose que tu veux encore dire à notre audience, que ce soit à rediriger les gens ou juste un mot de la fin? Bon, un petit mot de la fin. Bah déjà, merci pour votre temps, pour les questions. J'ai trouvé ça super pertinent, super intéressant. C'est grave cool que vous montiez ce podcast, vous deux en plus, qui êtes ensemble depuis maintenant. Bah ça va faire 6 ans, 7 ans, 7 ans que Carrément. que que Ouais. que vous connaissez, qu'on se connaît. Je trouve que c'est super que continuer quoi parce que c'est inspirant même pour moi du moins on est de la même génération mais on a des écarts d'âge et ça reste quand même hyper inspirant de voir des gens qui font des choses qui bougent qui voyagent qui montent qui créent des choses donc c'est super intéressant et continuer comme vous êtes et ce que vous faites quoi c'est top. Merci à toi. Nous, on a toujours une petite dernière question qu'on aime bien poser, Mhm. euh, du coup, qui est reliée au nom du podcast. Donc, c'est quoi, toi, ton secret pour être au top? Donc, très rapide, si tu pouvais donner, par exemple, une routine journalière ou un objet ou un lieu qui te permet d'être la meilleure version de toi-même. Mais rapidement, sans trop, genre, aller dans le fond, mais voilà. Euh, le sport je pense que c'est quelque chose en tout cas pour moi qui est essentiel à mon bien-être au quotidien ouais. Ok. Top, top. Et puis je voulais rappeler du coup à nos auditeurs que tout à l'heure on a abordé du coup trois stratégies de trading dont une qu'on a beaucoup développée. Les deux autres on les mettra sûrement dans un PDF disponible sous la newsletter. Donc vous mettrez votre mail et on demandera à Hugo de nous faire un petit détail si c'est ok avec toi de ces Bien sûr, stratégies différentes avec plaisir, avec et plaisir. on Non, les non, avec plaisir. proposera Je vous enverrai tout ça. on les proposera à ceux qui sont restés du coup jusqu'au bout du podcast. Super idée. Non, non, très bonne idée, très bonne idée. Je vous enverrai tout ça, c'est top. Trop bien. Bah, merci beaucoup, les gars. Et puis, à la prochaine alors. Ça marche, allez. Carrément. Ciao, ciao, l'équipe. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.